Chères auditrices et auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de la Méridienne, comme tous les vendredis soirs quand il y a une émission, puisque certains vendredis soirs c'est le samedi. Mais depuis septembre, grâce en particulier à l'investissement de mon camarade Wilsdorf, c'est vrai que pour l'instant ça n'a pas eu lieu. Jean-Louis Romégas à la barre, enfin en tout cas au micro là tout de suite. 2-3 petits mots avant que nous vous présentions notre invité et puis que nous attaquions le cœur de l'émission. D'abord, une petite chose pour vous rappeler que, comme vous le savez, chaque fois que vous ouvrez le site, Méridien Zéro vit grâce aux dons de ses auditeurs et auditrices. Et donc, n'hésitez pas. Suite aux suggestions de certains, on est donc en train d'envisager la mise en place de ce qu'on appelle un Tipeee. Où du coup les auditeurs qui le souhaitent pourront nous faire des dons aussi par ce biais-là. Donc ça c'est une chose. Autre petite chose, ce samedi, nous vous rappelons pour les Parisiens, nous vous rappelons le colloque de la revue Éléments consacré à la guerre des normes juridiques entre les États-Unis et l'Europe en général et la France en particulier. Ce qui est une question brûlante, parce que premièrement, le droit, comme vous le savez bien, est partout, dans tous les domaines de la vie collective, et que sur ce plan des normes, les États-Unis, évidemment, nous tiennent la dragée haute, et nos dirigeants, par un certain nombre d'initiatives quand même sur ces dernières années, tendent en fait à substituer le système anglo-saxon au système de droit européen et français en particulier. Voilà. Donc pour ceux qui le peuvent, tous les renseignements sont sur le site de la revue Éléments et nous vous invitons évidemment à y aller. Normalement, le camarade Arnaud Nodin, que vous connaissez via les micros de Méridien Zéro, via les micros de Radio Liberté aussi, sera sur place et donc vous pourrez le rencontrer également. Dernière petite chose, alors là, c'est une remarque plus personnelle. Il n'aura échappé à personne, évidemment, l'actualité qui est faite autour d'un jeune homme marseillais arrêté au mois de juin et une affaire donc, qui est relancée parce que la police nationale a décidé d'interpeller un certain nombre de gens qui le fréquentaient. Nous, on n'a pas grand-chose à en dire parce que c'est des milieux qui sont quand même relativement loin de nous, n'est-ce pas ? On peut simplement relever le comique un petit peu de la situation comme d'habitude. On monte une affaire en épingle. On peut rappeler que ce jeune homme est présenté sur les médias comme ayant été possesseur d'un arsenal. Jusqu'à preuve du contraire, l'arsenal se résumait essentiellement à 2 pistolets à poudre noire. Ceux d'entre vous qui sont soit des tireurs, soit qui s'y connaissent un petit peu, savent évidemment toute la dangerosité de ce type d'arsenal. Par contre, ça a permis à un certain nombre de gens d'être dans leur rôle. Je pense par exemple à Jean-Luc Mélenchon, mais je pense aussi à Christophe Castaner, ou en tout cas à tout ce milieu politique-là, à pouvoir déclamer, à pouvoir se monter en victime. Pendant ce temps-là, l'actualité des milieux terroristes islamistes est bien présente, et infiniment plus que ce type d'anecdotes, alors qui parsèment de temps en temps. Alors je ne doute pas que cette personne ait envisagé en effet des actions violentes. Il peut y en avoir. Il y a aussi une désespérance dans le pays qui peut pousser à certains à ce type de gestes qui sont, pour le coup, on le sait bien, totalement inutiles et inconsidérés. L'histoire nous montre, pour le coup, on aura l'occasion, alors pas d'en parler dans cette émission, mais ça serait bien qu'on fasse une émission dessus. L'histoire nous montre que dans des milieux, des périodes plus propices, et sur des groupes armés qui n'étaient pas de notre bord, je pense plus à des groupes armés d'extrême gauche, avec un milieu qui les portait, ce genre de choses a totalement échoué. Il en va de même, évidemment, pour notre époque. Donc voilà, simplement on peut s'interroger sur la façon dont ce type d'affaires, évidemment, est mis en avant. Ça permet de passer à autre chose, de pouvoir bien détourner un certain nombre de sujets de préoccupation au profit, évidemment, d'un enfumage général. Voilà. Alors, ce soir, on va parler quand même d'une autre période, principalement, grâce à notre invité, que le camarade Wilsdorf peut nous présenter. Absolument, bonsoir à tous. Nous avons la grande joie ce soir de recevoir Claire Colomby. Bonsoir Claire. Bonsoir. Pour votre excellent ouvrage, La légende noire du Moyen-Âge, 5 siècles de falsification, sorti aux éditions Contre-Culture. Nous saluons d'ailleurs notre ami Julien qui nous aura mis en relation. Et c'est avec une grande joie et un grand bonheur que nous vous recevons pour parler justement de ce livre.
Vous allez vous présenter plus exactement. Vous êtes historienne, c'est bien ça, conférencière. Oui, voilà. tout à fait. Vous êtes spécialisée en histoire médiévale. Oui. Vous avez enseigné l'histoire aussi. Vous ne l'enseignez plus actuellement, mais vous avez enseigné il y a de cela quelques temps. Tout à fait, oui. Professeur d'histoire-géographie, comme Absolument. on dit. Voilà. Et vous avez fait un petit peu... Alors, les sujets que vous traitez, en dehors de ce livre, vous traitez beaucoup, on va parler peut-être y revenir, des choses que je ne connaissais pas trop, le récentisme, mais vous êtes aussi à charge contre le féminisme, des choses comme ça, mais votre cœur de cible, c'est l'éducation nationale, et en l'occurrence, l'enseignement de l'histoire et de l'histoire médiévale. Oui, donc en fait, mon bouquin, ça peut surprendre, commence à la fin du Moyen-Âge et s'intéresse à la manière dont les périodes qui lui ont succédé l'ont traité. Et donc du coup, la Renaissance, puis la Révolution française, enfin des moments clés, et l'éducation nationale, enfin la création de l'école Jules Ferry, est véritablement le moment où la propagande va prendre un essor incroyable, puisque l'école devient obligatoire. C'est-à-dire laïque, évidemment, gratuite, bon, c'est une fumisterie. Je veux dire, l'école était déjà quasiment gratuite. Les parents payaient pour le chauffage, parce qu'à l'époque, il fallait payer le bois, mais voilà, l'école était déjà quasiment gratuite. Mais surtout, elle devient obligatoire. Donc, c'est vraiment le moment où cette propagande anti-médiévale, anti-monde d'avant 1789, dont on souffre encore beaucoup aujourd'hui, va prendre un élan incroyable, puisque toutes les petites têtes blondes, et pas que, puisque ça va jusqu'en Outre-mer, vont passer par cette espèce de moule, de préformatage. Exactement, oui. D'accord. Alors, dans votre livre, vous expliquez bien, donc vous définissez le Moyen-Âge, le début, la fin, cette période de quasiment 1000 années qui se substitue en fonction par différentes strates. Alors vous parlez de 1789 là, mais en fait vous allez jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ce que vous définissez, c'est 1453 ou 14 en fonction. Oui, il y a deux écoles. Il y a voilà. 1453, c'est fin de la guerre de 100 ans et puis la prise de Constantinople par les Turcs, ou 1492 parce que c'est Christophe Colomb, c'est une date un peu. Voilà. Mais on va dire que véritablement c'est ces périodes-là, notamment parce que c'est vraiment la fin de la féodalité et surtout c'est l'arrivée de l'imprimerie. Ça c'est vraiment l'arrivée de la modernité. Alors vous mettez en opposition donc tout de suite parce qu'on parlait avant 1789, mais vous faites remonter le mal bien avant, puisque toute cette logique qui suit toute cette pan historique que peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance, enfin voilà, toute cette idéologie du progrès, vous la faites, commencer à cette époque-là, avec comme aboutissement la Révolution française, et vous avez, dans votre livre, vous avez à cœur de montrer justement que tout ce qui est véhiculé aujourd'hui en termes d'images reçues ou de pré-pensées ou de pré-mâchées est à remettre en question de manière quasi radicale. Ah oui, complètement. Ouais, ça, c'est un travail qui avait déjà été fait par le passé par plusieurs historiens, tels que Régine Pernoud au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et un peu plus récemment dans les années 90 par Jacques Herz. Mais au-delà du fait que les recherches historiques avancent, donc c'est des bouquins qu'il faut remettre un peu au goût du jour, l'idée c'est vraiment de dire il faut regarder la propagande pour savoir qu'est-ce qu'elle nous dit d'elle-même. C'est-à-dire, dis-moi ce que tu racontes du Moyen-Âge et je te dirai qui tu es et ce que tu veux. C'est-à-dire que, par exemple, le Moyen-Âge anti-femme, ça n'existe pas au moment de Voltaire, ça n'existe pas... Michelet en parle un petit peu avec La Sorcière, mais c'est véritablement mai 68 qui va commencer à voir arriver des études de genre, et là on va commencer à publier sur les inquisiteurs pervers et puis la femme au Moyen-Âge qui est maltraitée. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je dis dans ma préface que c'est véritablement le Moyen-Âge est utilisé par chaque période, par chaque groupe politique, par chaque propagande comme les images de la caverne de Platon. Et en fait, chaque mensonge en dit quasiment plus sur le projet politique de celui qui l'énonce que véritablement sur la période. Puisque les historiens savent depuis très longtemps que le droit de cuissage, c'est complètement ridicule, que on ne mourrait pas de faim au Moyen-Âge. Enfin, c'est su, dès qu'on va un petit peu voir, c'est évident pour tout le monde. Mais pourtant, cette propagande demeure dans les masses médias, à l'école, voilà. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas un décalage, est-ce que c'est pas le résultat d'un décalage qui, alors pour le coup, n'est pas spécifique au Moyen-Âge, en fait, entre une histoire universitaire,
une histoire savante, on va dire, qui en effet pose des jalons, qui fait des révisions, qui peut revenir sur des affirmations passées. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la vision du Moyen-Âge par les médiévistes a quand même beaucoup évolué sur, on va dire, les 40 dernières années. Et à un moment, cette histoire populaire, on va dire, en tout cas sociale, qui en effet s'alimente ou est alimentée par des représentations politiques qui ont toujours une arrière-pensée, c'est clair, et que l'histoire savante a du mal à changer. C'est-à-dire, est-ce que c'est réellement le produit strict, en effet, d'un moment de choix, ou c'est parce que de toute façon, ces représentations-là, elles sont difficiles, elles correspondent aussi à toutes ces constructions, vous le disiez, autour de Michelet, du 19e siècle, avec le romantisme, avec le mouvement, avec ce qu'on a appelé la littérature gothique. Alors attention, pas la littérature gothique de la fin du 20e siècle, mais toute cette littérature fantastique née en Angleterre au 19e siècle. Et ça, c'est quand même très très difficile à bouger. Est-ce que c'est seulement de la responsabilité, on va dire, des politiques, et pas aussi parce qu'à un moment, la population a un certain plaisir aussi à voir cette période du Moyen-Âge comme ça, comme une période noire, sombre. Est-ce que ça flatte pas aussi un certain nombre de... C'est facile, c'est la peste. Je sais pas. Déjà, on va dire que le problème, c'est que ce ne sont pas les historiens de l'université, même les mauvais, on va dire, même les propagandistes, qui font les programmes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un énorme problème. C'est-à-dire que, et ça ne touche pas que l'histoire, ça touche beaucoup de matières, mais c'est très sensible en histoire, c'est que c'est l'éducation nationale, qui s'appelait avant l'instruction publique et qui s'appelle l'éducation nationale, qui fixe les programmes. Donc il y a un moment... Ce qui va être enseigné à l'école, c'est ni les historiens, ni les biologistes, ni les physiciens qui ont le mot. Ce sont les gens qui travaillent à l'éducation nationale, les gens du ministère, en fait. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Et ensuite, je crois qu'il y a je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens dans la mouvance gauchiste qui ont besoin que le Moyen-Âge ait été noir, parce que, comme je le dis, pour avoir été libéré, il faut avoir été esclave, sinon ça fonctionne pas. Je veux dire, il y a un moment, ça marche ensemble. Mais je crois pas. Je trouve que en province, il y a énormément de foires médiévales. Le monde médiéval un peu fantasmé, donc vous faisiez ce qui est issu de ce romantisme, de ce gothisme. On a beaucoup de jeux de plateau, toute la culture geek, le Seigneur des Anneaux. Alors c'est un Moyen-Âge un peu inventé, un peu fantasmé, avec des dragons, de manière un peu plus violente avec Game of Thrones. Mais c'est quand même ça. Il y a une appétence des gens pour ça. Je veux dire, vous allez dans un comment ça s'appelle, des festivals médiévaux en France, en province, ça cartonne. Je veux dire, moi, à chaque fois que je vais quelque part et qu'on me demande ce que je fais et que je dis que je suis médiéviste, personne ne m'a jamais... Enfin, j'ai toujours été bien reçue. Ah, c'est génial, j'adore le Moyen-Âge. Alors, chacun a son personnage préféré. Certains, c'est Charlemagne, certains, c'est Saint-Louis. Non, je trouve qu'il y a une véritable... appétence des Français pour cette période, mais ils n'y connaissent rien, ils n'ont aucune représentation, il n'y a aucune image, il n'y a pas beaucoup de films qui se passent au Moyen-Âge, donc voilà, quand on dit Versailles aux gens, ils voient les costumes, ils voient Versailles, ça leur dit quelque chose. Quand on leur dit Charlemagne, ou qu'on leur dit Capet, ils ne voient pas. Alors après, je pense que c'est pas forcément incompatible aussi, parce que c'est les mêmes qui iront en effet sur des foires, sur des foires ou des journées médiévales, celles de Provins. Enfin, c'est vrai que vous avez raison, il y en a sur les 20 dernières années, il y a quand même des événements qui se sont mis en place, qui sont des vrais succès populaires. Et c'est pas incompatible avec le fait que ce sera les mêmes personnes qui, évoquant Daesh ou évoquant certaines pratiques, vont dire « Ah, mais c'est digne du Moyen-Âge ». Tout à fait, oui. Il y a cette ambivalence. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique beaucoup plus folklorique, dans un rapport au Moyen-Âge qui relève plus du folklore, et voilà, on aime bien tout ce qui est ancien, au même titre qu'on pourrait aimer les vieilles voitures. Enfin, je fais un raccourci un peu rapide, mais c'est un peu ça. C'est exactement ça, puisque du coup, il n'y a quand même pas de conscience politique ou d'études politiques de ce qui se faisait au Moyen-Âge. Je vous fais remarquer que vous ouvrez n'importe quel livre de biologie, de physique ou de philosophie, on va vous parler des Grecs, Pythagore, Platon, Aristote, et puis d'un coup, vous allez vous retrouver au XVIe siècle. Je me dis, est-ce que quelqu'un ici peut me citer, à part saint Thomas d'Aquin, mais un philosophe du Moyen-Âge, un biologiste du Moyen-Âge, moi j'en connais, un physicien du Moyen-Âge, pas possible. On est passé de Pythagore à Galilée, on est passé de Platon à Descartes, quoi. Je veux dire, il y a une espèce de vide, parce que le Moyen-Âge s'est rempli de chevaliers, et puis de princesses, et puis de paysans. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté très très folklorique. Après, je pense que tout ça
le biais par lequel ils arrivent à voir les gens, c'est le progrès technique. C'est-à-dire qu'à un moment, on est très très fiers de notre progrès technique et il suffit qu'on dise aux gens, vous vous rendez compte, dans les périodes anciennes, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de télé, mais ils n'avaient pas de train, mais ils n'avaient pas d'eau courante. Alors que bon, je veux dire, l'eau courante, je me rendais compte qu'il y a des gens là qui nous écoutent qui ont vécu à Paris dans les années 60 avec les toilettes sur le palier. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas... Et qu'ils ne peuvent pas s'imaginer qu'on ait pu avoir un certain confort. Je veux dire, quand on dit aux gens que les thermes de Paris, les bains publics ont fonctionné jusqu'à la Grande Peste, c'est-à-dire 1350, voilà, quand ils tombent un peu de l'armoire. Et puis, moi, je pense que le gros problème, parce que bon, c'est eux qui m'ont formé, et c'est les marxistes à l'université. Je veux dire, les marxistes à l'université ont fait énormément de mal parce qu'en fait, ils étaient sur les sujets socio-économiques. Moi, je veux dire quelque chose. Qu'un professeur d'université, style un peu catholique, mais pas trop mondain, qui travaille sur Napoléon, par exemple, ne se pose pas de questions ni sociales ni économiques, des problèmes tels que l'esclavage, des problèmes c'est comment est-ce que vivaient les gens au quotidien, je peux le comprendre. Qu'un marxiste, qui est là avec sa grille de lecture marxiste, dont son seul problème, c'est de se poser la question comment les gens vivent, quelles sont les catégories socio-professionnelles, passe à côté, c'est pas possible. Je veux dire, il ment. Je donne un exemple dans mon bouquin. La vision qu'on a du catharisme est complètement fausse. Je veux dire, ce sont des étudiants et ils ont eu énormément de mal à faire sortir leurs travaux qui ont montré que le catharisme qui s'est développé dans les villes du Sud, c'était des hérésies urbaines qui étaient élitistes, qui ne concernaient que les élites urbaines. Et le type, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un registre d'inquisition, il a regardé les gens qui étaient arrêtés, il s'est demandé quelle était la catégorie socio-professionnelle. Genre, en 1244, c'est un peu bizarre, mais quelle était la catégorie socio-professionnelle des gens qui étaient arrêtés ? Il a fait un tableau Excel et il est tombé dessus. Donc je veux dire, il y a un moment, parce que moi je les ai vraiment connus de très près, les pans de l'université qui devaient s'intéresser aux politiques, aux métapolitiques, aux sociaux, à comment est-ce qu'on vivait au jour le jour, enfin, quel était le type de société, enfin des questions que vous vous posez beaucoup à Méta TV. Ils travaillaient, ils ont menti sciemment. Moi, je suis sûre qu'ils ont menti sciemment. On peut pas passer à côté de ça. Quand on se pose ces questions, quand on a cette grille de lecture, c'est pas possible. Ouais, après il y a des choix. Bon, c'est vrai que c'est aussi le reflet, l'état de la recherche est aussi en effet le reflet des périodes. Vous l'avez dit, c'est vrai que tout le courant qu'on peut rattacher très largement à ce qu'on a appelé l'école des annales, donc qui est né dans les années 30. C'est vrai que de fait, leur intérêt pour les grands aspects, en gros, de la macro-histoire et des grands phénomènes, c'est vrai que de fait, le Moyen-Âge correspondait pas forcément en effet à leur grille de lecture. Exactement. Ça, c'est clair. Et ils se sont intéressés bien plus, en effet. C'est Fernand Braudel qui s'intéresse au début de l'époque moderne et qui commence en gros son histoire justement sur la fin du Moyen-Âge, parce que... Oui, puis comme c'est là où les choses se passent. Et puis comme vous le disiez, il y a un côté très arrangeant à penser comme ça, justement, ça permet de justifier beaucoup de choses. Mais est-ce que en contrepartie, justement, dans certains milieux catholiques notamment, est-ce qu'on n'a pas tendance aussi parfois à idéaliser cette période, une période très très longue en plus, quasiment 1000 ans, en se disant, oui, mais c'était la période d'une chrétienté idéale et rêvée. Est-ce que ça aussi, c'est pas parler et imaginer de la même manière qu'on peut faire de l'autre côté des raccourcis un peu simplistes? Oui, je pense que c'est possible. De toute façon, le Moyen-Âge, il y a un moment où on bute contre le terme. Le livre de Régine Pernoud, c'était pour en finir avec le Moyen-Âge. Il y a un moment, comment est-ce que vous voulez mettre dans la même période, des Mérovingiens avec Clovis, les Carolingiens, puis ensuite la haute période féodale, puis ensuite la déconstruction de la période féodale. Enfin, vous vous rendez compte, entre Jules César et Saint-Louis, il y a autant de siècles qu'entre nous et Saint-Louis. Imaginez la période de temps un peu que ça représente. Une fois qu'on met ces échelles-là, ça a plus beaucoup de sens. Donc oui, de toute façon,
l'histoire, c'est ça le problème, c'est que l'histoire à la faculté, elle s'est dédoublée entre, on va dire, la gauche, donc ceux dont je viens de vous parler, qui se posaient ces questions sociales, sociétales, économiques, comment est-ce qu'on vit au jour le jour, et l'histoire, entre guillemets, de droite qui s'est forgée au 19e siècle, qui ne se pose que la question des grands personnages. Et on va faire des biographies, c'est intéressant aussi, hein, mais on va faire des biographies de Saint-Louis, on va faire les épopées de Jeanne d'Arc, c'est quand même revenu très très à la mode récemment, et on va écrire des biographies interminables sur Charlemagne. Mais il y a un moment, à quel moment ça se rencontre, à quel moment on arrive à en dire quelque chose, parce que bon, au final, moi je suis médiéviste, c'est ma passion, c'est mon métier. Les gens qui travaillent, les gens qui réfléchissent même, pas forcément, enfin c'est quand même assez loin. Il faut quand même pouvoir produire un discours, mais un discours qui se base sur la vérité. Qu'est-ce que c'était que le Moyen-Âge ? Comment fonctionnait cette société ? Est-ce qu'il y a des choses dedans qui nous ont été volées, dont on pourrait se servir aujourd'hui, des idées politiques et sociales qu'il faudrait évidemment adapter. Je veux dire, aujourd'hui, on a les voitures, aujourd'hui, on a l'eau courante. Donc, est-ce qu'on pourrait... je pense que mon livre, c'est vraiment un plaidoyer sur comme le mot de Jésus-Christ, la lettre et l'esprit. Je veux dire, l'esprit. C'était quoi l'esprit du Moyen-Âge ? On ne retrouvera pas... Et est-ce qu'on n'a pas envie de retrouver les moulins et les chaises à bras ? Ça n'arrivera pas. Et les chevaliers en armure, ça n'arrivera pas. Par contre, est-ce qu'on peut retrouver l'esprit d'une société qui fonctionnait ? Parce qu'en fait, les Lumières ont énormément menti en disant c'est quoi le mensonge de les gens mouraient de faim ? Si les gens mouraient de faim, ça veut dire que cette société ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des gros problèmes. Alors que si cette société ne mourait pas de faim, si cette société a pu être heureuse, c'est-à-dire son organisation fonctionnait. Ça pourrait être intéressant aujourd'hui, personne ne le fait d'un point de vue politique, d'un point de vue politique, de voir comment ça fonctionnait, et est-ce qu'on ne pourrait pas en récupérer l'esprit et de voir comment on pourrait aujourd'hui faire avec notre monde à nous, avec nos contraintes à nous, avec notre organisation à nous. Alors justement, dans votre ouvrage, vous essayez, et vous réussissez assez bien, vous évoquez cette injustice, parce que l'injustice, en fait, elle est... il y a l'injustice aujourd'hui, il y avait l'injustice du Moyen-Âge, mais vous essayez de remettre cette injustice dans un cadre bien précis et d'essayer de démontrer que cette injustice, comme vous le dites, c'est un système de caste qui fonctionnait, où chacun pouvait s'épanouir par sa propre nature. En fait, chacun avait son rôle et était capable de se réaliser au service d'un ensemble, au service du commun, en quelque sorte. Ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on a du mal à imaginer quand on parle du Moyen-Âge, par exemple. Oui, tout à fait. On parle d'un service... Enfin, c'est marrant parce que, oui, on parle de caste, alors qu'il faut quand même pas oublier parce que rien que de parler de féodalisme, rien que ça... C'est ça. Aujourd'hui, on parle de féodalisme, ça va renvoyer à l'Afghanistan, aux sociétés tribales et des choses comme Exactement, ça. Le terme est marxiste, par exemple. Exactement, à la lapidation, alors qu'on n'a jamais lapidé en Occident, que ce soit les sociétés avant le christianisme ou que ce soit après l'arrivée du christianisme. Je veux dire, c'est pas de lapidation en Europe. Justement, quelle définition une médiéviste comme vous peut donner du féodalisme ? Non, plutôt la féodalité. La féodalité, c'est vraiment si tu veux, la façon fait. dont justement les historiens marxistes tu veux, ont construit. C'est pas qu'ils l'ont retourné, c'est leur angle d'approche. Et le féodalisme, c'est en effet le système, si tu veux, de la féodalité, mais vu par les marxistes. C'est vrai que globalement, en histoire, on est sur la féodalité. La féodalité, c'est un système, on va dire, politique et social et économique. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas avec des villes, ça ne fonctionne qu'avec des petites villes. C'est une gestion de la terre et de la propriété de la terre avec les seigneurs, et puis dans un premier temps les serfs, et puis ensuite le servage est quasiment aboli dans les faits à partir du XIIIe siècle. Hein. Je veux dire, même avant, ça dépend des régions. Et surtout, c'est ça qui est très important, une séparation entre le temporel et le spirituel, avec des élites intellectuelles et religieuses et des élites de la noblesse d'épée. La féodalité est vue par les marxistes comme on est passé de l'esclavage antique, où l'esclave était un bien meuble, au féodalisme, qui s'appelle le féodalisme, et ensuite il y aura la libération du peuple. Et c'est complètement ridicule, puisqu'il parle d'un lien de suggestion. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans un lien de suggestion, c'est-à-dire que vous êtes un esclave. Je veux dire, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont signé un contrat, et puis ils ont un patron, puis leur patron leur donne des ordres, donc ils sont bien dans un lien de suggestion. Ils ne se considèrent pas comme des esclaves. Donc un serf médiéval, il se marie
mari, il rentre chez lui tous les soirs, il élève ses enfants. Je veux dire, ça n'a aucun rapport avec un esclave ou antique ou ensuite les esclaves qu'il y a par ailleurs dans le monde. Il n'est pas vendu, il dort pas avec les autres esclaves. Enfin, ça a pas de sens. Donc la féodalité, c'est très intéressant parce que c'est ce que l'État moderne, la montée de la royauté a détruit. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel personne n'a intérêt de parler parce qu'aujourd'hui, dans les milieux très royalistes, ils sont je sais pas comment dire, leur vision du monde, elle est très portée sur Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et en fait, la modernité de cette royauté qui est montée a détruit les féodaux, a détruit les chevaliers. Enfin, il faut quand même voir ce que Louis XIV a fait à la noblesse française. Alors oui, il y avait eu la Fronde, mais je veux dire, il les a complètement asservis. Et à mon avis, ça compte beaucoup au fait que la nature ayant horreur du vide, la noblesse d'épée ayant été mise sur le carreau, et ben c'est la noblesse de robe et ensuite les bourgeois qui ont pris la place. Et ça, c'est très important. Ça nous montre que de toute façon, il faut arrêter de fantasmer avec un roi, il faut arrêter de fantasmer avec un empereur, il faut arrêter de fantasmer avec un type surpuissant. Une véritable société, elle a des élites par strate. Elle a des petites élites. Le système féodal, ce qui est hyper important, c'est qu'il y a des petits seigneurs locaux qui en réfèrent à leur seigneur un peu plus au-dessus, qui en réfèrent à leur seigneur, et ensuite tout ça montre au roi. C'est-à-dire qu'en fait, chaque homme est dans sa compétence, les territoires sont bien occupés, et il n'y a pas comme ça des ordres qui descendent d'en haut durant le Moyen-Âge. Et ça, à mon avis, le système qui nous gouverne n'en veut absolument pas, parce que ça permet de retrouver des parcelles de liberté à plusieurs étages. Oui, pour compléter ce que dit Claire, c'est vrai que c'est rigolo. Là où l'analyse de Claire, je m'y retrouve totalement, c'est qu'en fait, lorsqu'on regarde justement la façon dont le roman national a pu être construit à partir de la Troisième République, par Ernest Lavis par exemple, en effet, les Jacobins finalement ont payé leur dû à cette mise en place de la monarchie absolue, considérée comme une téléologie vers la constitution de la République, donc des gens qui ont construit l'État, etc., pour le coup sur le dos en effet de cette société féodale. Alors donc comme vous le dites, qui n'est pas idéalisée, mais qui en tant que telle quand même, on peut reconnaître la façon dont elle fonctionnait, et l'absolutisme s'est construit sur ce dos-là. Et là où il en reste une trace, alors pour le coup ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, la féodalité dans les manuels scolaires, très souvent, c'est la pyramide. Or la pyramide n'a rien à... Si à un moment on doit représenter la féodalité, ça va pas être sous la forme d'une pyramide. Ça serait plutôt sous la forme de... Je pense que la plupart de nos auditeurs, auditrices auront déjà vu cette carte. Vous savez, cette carte bleue produite par Facebook, où on voit une multitude de relations entre les différents points des utilisateurs de Facebook. La féodalité, c'est ça, plus que la pyramide. La pyramide, en fait, c'est l'absolutisme, mais c'est pas la féodalité. Exactement. C'est vraiment pas du tout cette structure hiérarchique qui est rentrée dans les esprits. Non, c'est en fait une mise beaucoup plus complexe de la manière de fonctionner de toutes les sociétés anciennes. Et quand on en a trouvé ces sociétés qu'on a appelées primitives, c'est le don contre don. C'est-à-dire la base de je te donne quelque chose, tu me redonnes quelque chose en même temps. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre le principe de base de l'économie, ce n'est absolument pas le troc, par exemple, c'est ça s'étale dans le temps. C'est-à-dire je te donne quelque chose parce que moi j'ai ma récolte au mois de juin et on va attendre et toi tu vas me donner quelque chose à un autre moment. Et donc l'économie médiévale fonctionne sur ce principe et tous les liens des personnes sont des dons contre dons. Si tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Là, évidemment, chacun avec ses différences. En fait, c'est comme le mariage, c'est-à-dire ce que l'époux doit à sa femme, ce que la femme doit à l'époux, ce que les parents doivent aux enfants, ce que donc c'est-à-dire les nourrir, les protéger et les enfants leur doivent obéissance. En fait, toute la société médiévale, c'est de manière personnelle, de manière au niveau de la famille, de manière au niveau de votre village ou de votre corporation, et ensuite les régions, les unes avec les autres à différents niveaux. C'est des liens, des interconnexions, pour utiliser un terme un peu barbare, et c'est absolument tout ce qui a voulu déconstruire notre monde contemporain depuis longtemps. C'est-à-dire laisser un homme nouveau, seul, c'est le projet
projet rousseauiste ce qu'ils ont appelé des entraves, en fait, ce sont des protections. Ouais, alors, bon, Rousseau, je suis moins d'accord. Mais parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'image de Rousseau construite par les révolutionnaires. par les révolutionnaires et par la Troisième République, qui n'est pas forcément le Rousseau profond. C'est vrai que je me retrouve plus pour le coup, dans l'analyse Rousseau qu'on peut trouver aujourd'hui chez Alain Benoît ou pour le coup dans la revue Éléments. Mais par contre, c'est vrai que des traditions populaires comme ça de don contre don, on peut en retrouver dans d'autres pays où la table rase a été moins lourde. Je pense par exemple à l'Espagne, avec la tradition de la manna dans les sociétés paysannes, enfin dans les campagnes espagnoles, où à un moment, vous allez donner quelque chose pour, par exemple, une fête de famille. Que ce soit votre famille d'ailleurs ou une famille proche, et vous allez le donner, voilà, et vous savez qu'en contre-don, en effet, 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, parce que vous, à votre tour, vous célébrerez quelque chose de la famille, en effet, ceux à qui vous avez donné, ils vous rendront, et c'est en effet ce fonctionnement, alors qui a été étudié par un monsieur qui s'appelle Marcel Mauss, et vraiment, c'était constitutif de ces sociétés-là. Et ça, là, pour le coup, on l'a totalement perdu avec le capitalisme commercial. Et ça se trouvait partout sur la planète. Ça a été aussi bien étudié dans les sociétés du sud-est asiatique. Ça existait aussi sous d'autres formes, notamment au Cambodge, Laos. Donc c'est vraiment quelque chose d'universel. C'est-à-dire, quand on commence à sortir, on va dire, de la tribu et qu'on arrive vers la société, on a ces mécanismes qui se mettent en place. Et en fait, on voit bien, c'est quoi ? Comment est-ce qu'il a été possible de casser cette structure ? C'est en mettant une espèce de super-État au-dessus qui va nourrir directement les personnes, ce qui fait qu'on peut casser les liens interpersonnels. Enfin, je veux dire, sans État-providence, il n'y a pas de féminisme. Je veux dire, c'est la situation de la femme, de toute façon, par rapport au marché du travail, par rapport au fait qu'elle va porter les enfants, par rapport au fait qu'il y a plein de choses qu'elle ne puisse pas faire et qu'en plus, à mon avis, dans pas mal de cas, là, on n'a pas forcément envie. Elle décide de ne plus obéir à son père et à son mari, et elle décide d'obéir au grand capital. Ça n'est possible que parce qu'il y a un État-providence qui décide de donner directement. Mais il n'y a pas de libération, en fait. Il y a un changement de suggestion, c'est tout. Dans votre ouvrage, vous abordez quelque chose d'un petit peu fondamental à mon sens au niveau des responsabilités, notamment les responsabilités. Aujourd'hui, on a coutume de croire que, et c'est ce qu'on enseigne aux enfants, c'est qu'avant 1789, les rois ne faisaient rien et ils passaient leur temps à chasser et à manger et à boire. Vous insistez bien dans votre ouvrage sur justement ces responsabilités, que plus dans l'échelle sociale, plus un seigneur a des responsabilités et plus il a de devoirs justement envers ses sujets. C'est quelque chose qu'on a oublié, mais vous le démontrez vraiment de manière, je trouve, très, très, très claire et de manière forte à propos. C'est-à-dire que, et c'est pareil pour la guerre, c'était les chefs qui étaient en première ligne, le roi aussi notamment, et que toutes ces responsabilités, notamment de protection vis-à-vis des serfs, qui eux garantissent, garantissent aussi les récoltes, parce que c'est pas le tout d'avoir des serfs, mais il faut aussi que les gars puissent travailler dans de bonnes conditions. Et vous insistez bien sur cette logique de responsabilité. Et plus on monte dans l'échelle hiérarchique, et plus ces responsabilités et les devoirs surtout sont importants. Exactement. Et de toute façon, je pense que ça peut être peut-être plus compréhensible pour des gens un peu plus âgés qui ont encore connu le système du patron, parce qu'on a beau se moquer du patronage, un patron d'une petite PME, mais même encore aujourd'hui, on sent bien qu'il a des responsabilités. Alors qu'aujourd'hui, pour détruire ce système et pour faire que on est sur un système complètement déréglé, on n'a plus que, même dans l'hyperclasse, des salariés du capital. Je veux dire, aujourd'hui, plus personne n'a de responsabilité. Les trucs complètement fous que l'on voit au niveau des banques, au niveau des décisions qui sont faites à Bruxelles, ailleurs, à New York, on n'a que des employés. Je veux dire, je pense qu'on a oublié que les fous qui nous dirigent et qui sont assoiffés de pouvoir, que le pouvoir, c'est des responsabilités. Je veux dire, être père de famille, ça n'est pas rien. Être mère de famille, ça n'est pas rien. Être chevalier, vous vous rendez compte, vous devez aller à la guerre, vous devez vous former pour vous battre. Vous êtes en plus dépositaire d'un blason, c'est-à-dire parce que là on a beaucoup parlé de manière un peu horizontale dans le temps, mais vous portez avec vous toute une tradition, toute une histoire. Vous avez dans votre généalogie des héros connus. Enfin, je veux dire, les ancêtres, ça c'est quand même très important. Je veux dire, toutes les sociétés, pareil, primitives, tout culte
commence par le culte de ses ancêtres, Des anciens, et oui. voilà, des anciens et de ce qu'ils ont fait. Donc oui, effectivement, je veux dire, le piège aujourd'hui, c'est de nous faire croire que ils ont le pouvoir et du coup, ils n'ont aucune responsabilité. Par exemple, je parle du droit de ravage qui avait été inventé par les gens de la Troisième République, à savoir le seigneur a le droit de passer dans ses champs au triple galop quand il fait la chasse et la culture est ravagée. Alors, il va peut-être le faire chez son ennemi, mais je veux dire, il y a un moment, quand l'impôt du seigneur, c'est un pourcentage de la récolte, vous imaginez bien que le seigneur passe pas au triple galop de manière, en faisant exprès. Sinon, il fait quoi? Il mange quoi? Parce qu'en plus, il a sa famille, il a ses gens, il a des choses, il a ses chevaux à nourrir, parce que pour faire la guerre, il faut quand même nourrir les chevaux. Donc vous êtes là. Non, d'ailleurs, c'est la camarade. Marie, qui l'a très bien dessiné sur la couverture, on voit une espèce de roi style Ubu, ou style le roi du roi et l'oiseau, qui est en train de se nourrir et d'envoyer la troupe sur les soldats. Je veux dire, on est quand même dans une société qui est complètement pré-industrielle et je veux dire, il n'y a pas d'exemple il n'y a pas d'exemple de seigneur qui ait pu faire ce genre de choses. Il y a des seigneurs qui ont été jugés, il y a des seigneurs qui devaient être horribles, parce qu'il y a des salopards partout à toute époque. Mais le seigneur qui va brûler sa propre récolte, je veux dire, là on est quand même sur un cas de schizophrénie grave, quoi. Je veux dire, Ouais. Le souci, on retombe un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette durée cette périodisation faite par les gens de la Renaissance. La Renaissance, en tant que telle, elle s'oppose, elle se construit par rapport au Moyen-Âge. Alors, évidemment, on prend sur les rois mérovingiens, ces rois fainéants de la Troisième République. C'est pas qu'ils sont fainéants, c'est qu'à un moment, c'est d'autres qui exercent le pouvoir, en l'occurrence le maire du palais, etc. Et puis ces nobles qui font pas grand-chose, oui, c'est les nobles, en effet, sous la monarchie absolue, qui, petit à petit, ont été justement déterritorialisés par Louis XIV. Mais déjà, ça commence quand même dès Louis XIII, et qui, à un moment... en effet, ont un niveau d'activité et de gestion de leur domaine qui est quand même assez faible par rapport à la période féodale. C'est-à-dire que cet imaginaire-là, il se nourrit aussi de périodes ou d'images qui correspondent peut-être à certaines périodes du Moyen-Âge, mais qui ne font pas le Moyen-Âge. Et en tout cas, qui ne font pas clairement la féodalité, ça là-dessus. Oui, de toute façon, je pense qu'il faudrait arrêter ce qu'on m'avait demandé à plusieurs reprises, mais si on ne doit pas dire Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on doit dire? Je pense qu'on devrait faire comme partout dans le monde, chez les Chinois, quand on parle des pharaons. Je pense que, de la même manière que nous, on parle de la 5e République, de la 4e et du Second Empire, on devrait diviser en dynasties. C'est-à-dire, on devrait parler des Mérovingiens, puis des Carolingiens, puis de ce qu'on appelle les Capétiens directs, puis de ce qu'on appelle les Valois, puis ensuite on a les Valois-Angoulême avec François Ier, puis les Bourbons. Déjà, si on faisait ces distinctions-là, ce qui se passe partout dans le monde, je veux dire, vous prenez un bouquin d'histoire chinoise, on vous parle des Han, puis on vous parle des Qin, puis à la fin on parle des Ming, enfin je veux dire, c'est comme ça que ça se passe partout. Et nous, on a le Moyen-Âge, c'est-à-dire cette espèce de période intermédiaire entre quoi? Entre la glorieuse Rome antique, voilà, et le retour de cette Rome antique au 15e, enfin la fin du 15e et au début du 16e siècle déjà, le terme est complètement biaisé. Alors, avant d'aborder justement cette fracture et cette césure avec la Renaissance et à partir du XVIe siècle, vous remettez là aussi quelques pendules à l'heure, si j'ose dire, sur tout ce qui est taxes, impôts et autres, en faisant des parallèles très intéressants, parce qu'on nous présente aujourd'hui l'homme comme étant libre et affranchi, et voilà, et vous mettez en relation ce que pouvait payer en termes de fiscalité, si j'ose dire, et d'obligation de paiement, en tout cas de tout ce qu'on a pu apprendre à l'école par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui. Et je pense qu'il y a 2-3 petites choses à remettre en perspective et de se rendre compte qu'en fait, par rapport à l'image du serf qui travaillait, qui était corvéable à merci, qui était écrasé par l'impôt, on est quand même très très loin de cette image-là. Et ce parallèle que vous faites par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui est quand même plutôt surprenant. Ah oui, c'est assez étonnant. En fait, j'explique la manière dont qu'ils utilisent pour nous faire croire qu'il y a plein d'impôts. Ils vont utiliser des impôts qu'on va payer une seule fois dans sa vie, ou des impôts tels que le cens et le champard qui en fait sont équivalents. C'est-à-dire que j'explique où on paye le cens sur la terre, où on paye le champard, mais on ne paye pas les deux en même temps. Et au final, on se rend bien compte que déjà, il y a très peu d'impôts directs. Donc voilà, je sais que quand on dit à des contribuables qu'au maximum du maximum, c'est 16% des revenus, moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de contribuables qui nous écoutent qui aimeraient bien avoir un impôt sur le revenu à 16%.
en fourchette haute, ça fait rêver. Hein. Ça laisse rêveur, effectivement. Et ensuite, il n'y a pas la TVA, il y a très peu de taxes. Et il y a les droits de succession, ça existe quasiment pas, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, quand vous voulez... c'est un des scandales de la fiscalité française. Quand on veut hériter de quelqu'un qui n'est pas un parent proche, on se fait voler plus de la moitié. Enfin, ça, c'est véritablement scandaleux. Donc oui, j'essaye de mettre en perspective, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on paye aujourd'hui? Et c'est là que d'un coup, on se rend compte qu'effectivement, on peut plaindre les serfs du Moyen-Âge, mais non, pas du tout, parce que quand on se rend compte de tout ce qu'on paye, enfin, je veux dire, le scandale des autoroutes, le scandale de la TVA, enfin, je veux dire, c'est énorme la TVA comme pourcentage sur tout ce qu'on achète. Voilà. Donc je fais un petit parallèle sur les impôts qui payaient en comparant avec ce qu'on paye aujourd'hui, et nous sommes absolument écrasés d'impôts. Je me souviens de ce chiffre, c'est Rénal Sécher qui m'avait dit qu'à la veille de la Révolution française, les paysans bretons payaient, parce qu'ils avaient des exemptions, donc ceux qui n'étaient pas paysans, payaient 2% de leurs revenus en impôts, et qu'ils avaient eu les paysans avaient pris, les artisans avaient pris les fourches parce qu'on voulait leur doubler les impôts, c'est-à-dire 4%. Donc, à la veille de la Révolution française, quand on voulait faire passer l'impôt sur le revenu de 2% à 4%, il y avait une révolution. C'est marrant. Ouais, ça, c'est vrai que c'est la grande magie de la Révolution française, d'avoir rendu, en fait, acceptable, on va dire, et tout à fait naturel, finalement, l'entretien de l'État, et d'un État de plus en plus pesant. Exactement. Par la fiscalité publique. Ce qui, en effet, au Moyen-Âge, mais même à l'époque moderne, est quand même... c'est pas naturel. C'est pas naturel qu'à un moment, on paye... finalement, on fasse des chèques en blanc à des dirigeants qui vont utiliser de l'argent avec des utilisations qui sont pas forcément légitimes, sur lesquelles on n'a pas de contrôle, ou en tout cas, on n'a pas grand-chose, on n'a pas vraiment réellement notre mot à dire. Et ça, c'est le tour de passe-passe de c'est incroyable. La Révolution. Et ils nous font croire aussi, dans les manuels scolaires, ils nous font croire que des impôts, enfin, des taxes, des choses qui sont dues, c'est totalement inadmissible, tel que, par exemple, vous vous rendez compte, les serfs, ils doivent payer pour utiliser le moulin. Bah oui, je veux dire, ça me paraît normal. Enfin, aujourd'hui, quand vous allez à la laverie, vous êtes obligé de mettre des pièces pour que ça fasse fonctionner. Enfin, quand vous allez chez le boulanger, vous lui payez son pain. Évidemment qu'il faut payer un peu pour pouvoir faire fonctionner le moulin, pour utiliser un service qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous croyez quoi qu'un moulin, c'est une mécanique très complexe. Il y a un meunier qui est là en permanence. Donc, on a l'impression que c'est totalement irrationnel de payer pour un service. Ou après, il y a les taxes. Quand on rentre dans la ville, il faut payer une taxe. Ah ouais, et quand on prend l'autoroute, on paye pas de taxe. Et quand on gare sa voiture dans un parking Vinci à Paris, on paye pas de taxe. Quel bonheur. Voilà, donc comme si c'était inadmissible de payer pour utiliser un service public, sachant que de toute façon, la taxe sur le moulin, c'est en plus, ça vous ponctionne pas trop votre budget, parce qu'en général, vous laissez un petit pourcentage de la farine que vous amenez. Donc en plus, il n'y a pas de frais à débourser immédiatement, quoi. Puis vous le disiez, Claire, c'est vrai que par ailleurs, les exemptions et les privilèges ne sont pas quelque chose qui est simplement de ne pas payer d'impôts dans le cas du clergé et la noblesse. Toute la société, à un moment ou à un autre, a des privilèges. Ça peut être des privilèges de ville, ça peut être des privilèges de région, ça peut être des privilèges de groupes très locaux. Mais à un moment, en plus, le système n'est pas aussi encadrant et systématique qu'il l'est aujourd'hui. Exactement, mais de toute façon, attendez, tout le monde a des privilèges. Un monde du travail sans privilèges, c'est un monde stalinien qui est arrivé à son paroxysme. Je veux dire, aujourd'hui, j'en sais rien, les cheminots ont des privilèges par rapport à des intermittents du spectacle qui ont des privilèges, les travailleurs de nuit ont des privilèges par rapport aux travailleurs de jour. Enfin, là, il y a certains, je sais pas, Sarkozy avait mis la TVA à 5,5 pour la restauration. C'est-à-dire que ce qu'on appelle des privilèges, qui aujourd'hui, dans le langage courant, passe comme privilégiés, en fait, ça voulait dire des lois particulières qui sont... C'est peut-être aussi un problème de sémantique. C'est peut-être aussi un problème de sémantique aussi. Exactement, c'est un problème de sémantique. Vous vous rendez bien compte, vous
prenez un enfant de 5 ans et vous lui dites est-ce que tu penses que tout le monde doit être traité absolument pareil selon ce qu'il fait? C'est évident que non. Enfin, ça a même pas de sens. Donc en fait, oui, on parle sur le privilège, alors que privilège, c'est loi privée, loi particulière. Loi particulière qui par exemple, quand c'est pas les individus, quand c'est une corporation ou une communauté paysanne se discute, je veux dire, c'est ce que font normalement, c'est ce qu'on appelle les accords de branche, c'est ce que font normalement toujours les syndicats, même si évidemment, il y aurait beaucoup à dire des syndicats aujourd'hui, mais ils négocient des accords avec le patronat. C'est ce qui se passe au Moyen-Âge. Puis ce qui est fou, c'est que tout notre système fiscal est basé là-dessus. Il est basé sur la dérogation par rapport à la loi commune. C'est les niches, c'est les fameuses niches fiscales. Alors, je ne sais plus combien il y en a, je crois que les avaient recensées, il y en avait plus de 120 au niveau du système fiscal français. Notre beau système républicain fonctionne ni plus ni moins que la façon dont il a pu fonctionner par le passé, sauf que c'est juste plus hypocrite. C'est pas dit. C'est parce qu'en fait, on nous sommes dans l'utopie. La fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne voient apparaître l'utopie en littérature, c'est-à-dire l'utopie de l'égalité, que personne n'a jamais voulu, que personne n'a jamais demandé. Enfin, être égaux, ça veut rien dire, absolument. Enfin, la justice, ça veut dire quelque chose. Une juste répartition, ça veut dire quelque chose. Mais l'égalité, genre maintenant, on en a l'égalité homme-femme, ça n'a plus aucun sens. Oui, on est dans ils essaient de déguiser le vocable d'égalité. Alors qu'au Moyen-Âge, comme on est quand même dans une société, c'est ça qui est très intéressant, on est dans une société éminemment spirituelle, beaucoup plus que nous, qui sommes matériels, et en même temps, ils sont ancrés dans un quotidien que nous, on perd parce qu'on est virtualisé. C'est-à-dire que nous, on est virtualisé et très matériel, et eux, ils sont très matériels dans leur manière de fonctionner au jour le jour. Ils ont des contraintes quotidiennes, le froid, la nuit. Ils sont dans une vérité que nous, aujourd'hui, on appelle le bon sens paysan ou le bon sens de ma boulangère qui dit encore des choses sensées sur le monde. Et en même temps, ils sont très spirituels. Donc, de toute façon, il n'y a qu'une seule égalité pour eux, c'est l'égalité de l'âme. Tout le monde a ses chances, il y a une égalité devant Dieu. Et après, les gens, du coup, sont différents. Comme nous, on a enlevé et c'est même pas que le christianisme, alors, tout recours à n'importe quel type de spiritualité est interdite, quelle qu'elle soit, et ben du coup on est condamné à une espèce d'égalité qui doit descendre dans la matière et qui se transforme, ça devient 1984 chaque jour qui passe, quoi. Et là aussi, quand on renvoie au Moyen-Âge, on parle de vous le citez, cette tyrannie de l'Église, alors qu'en fait l'Église est un espèce de corps social qui encadre et qui soutient tout ça. Est-ce que là aussi vous inscrivez en faux par rapport à cette image qu'on a de l'Église et de ce qu'elle était, et en parlant de spiritualité justement, ça permet de recadrer les choses de manière bien précise. Oui, moi je voudrais préciser pour les auditeurs qui ne le savent pas, moi je suis catholique, mais je suis devenue catholique comme Maurras est devenu royaliste. Alors, je ne suis pas d'une famille catholique, et c'est en regardant comment ça fonctionnait que je me suis convertie, parce que j'ai vu quelque chose que j'ai trouvé. Donc oui, c'est un système qui encadre, c'est un système, c'est simple, c'est toujours, aujourd'hui on est toujours en train de parler du contrôle, de l'audit et tout, mais vous imaginez bien que si vous avez un système de pouvoir, on va dire, enfin les gens qui ont des instances dirigeantes qui est bicéphale et que c'est pas du tout les mêmes choses, c'est pas du tout les mêmes milieux, ils se regardent l'un l'autre et ils se contrôlent l'un l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, il faut bien comprendre que ce qu'ils appellent la création du féodalisme, c'est surtout ça a surtout été une lutte de pouvoir entre les différents types de clergé et les différents types de noblesse que par rapport aux serfs ou que par rapport aux paysans qui n'y ont très, très peu participé. En fait, on s'intéresse très peu parce que les manuels de la Troisième République veulent nous faire croire qu'ils sont de mèche, que le curé et le sabre et le goupillon fonctionnent main dans la main, alors qu'en fait, pas du tout. Par exemple, la réforme grégorienne, c'est la papauté qui dit, bon, maintenant, vous, les nobles, vous allez assurer un revenu en propre à nos évêques, enfin ça concernait pas les moines, hein, ça concernait les curés, les évêques, vous allez nous assurer un revenu en propre et en échange, ils vont arrêter de se mêler de vos affaires du temporel. Et donc du coup, il y a une espèce de deal qui est fait entre les deux pour bien séparer ces deux. Et du coup, c'est pour ça qu'en Europe, on n'a jamais eu de théocratie. Et c'est pour ça qu'on a voilà, tout le monde comprend aujourd'hui. Enfin,
En fait, c'est marrant, c'est-à-dire que ce qu'on essaie de nous faire croire dans le bipartisme, à chaque fois on va passer de la droite à la gauche, de la gauche à la droite, ça n'est efficace, enfin c'est ma vision, enfin je peux l'étayer, mais c'est ma vision des choses, que quand vous avez à la fois l'évêque et les villes les plus prospères, à la fois, il y avait une partie de la ville qui était gérée par un évêque et une partie de la ville qui était gérée par un seigneur, et du coup ils se regardaient l'un l'autre, et évidemment ça empêche Ça permet un équilibre. Ça permet un équilibre, oui. Alors, pour le coup, c'est marrant. Je sais pas par quel... j'ai pas creusé, hein. Je dois l'avouer, mais ce qui est assez oui, marrant, c'est qu'en fait, dans les programmes de lycée, en particulier en seconde, tels qu'ils sont enseignés depuis maintenant 6 ou 7 ans, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des programmes qui, si je ne m'abuse, ont été élaborés à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, donc sous Luc Châtel, je crois. Et bien justement, c'est vrai que la place de l'Église au Moyen-Âge est finalement sans doute mieux rendue qu'avant, mieux qu'à certaines époques, à la fois, si vous voulez, comme corps social et comme en gros... encadrant social, et à la fois sur le plan spirituel et sur à un moment sur tout le système de code qu'une société peut se donner. Alors je ne sais pas si ça va durer, mais par rapport à d'autres périodes où le rôle de l'Église dans la société médiévale était infiniment plus mal rendu, là on est sur quelque chose qui permet de faire quand même des choses avec les gamins, quoi. Je suis tout à fait d'accord, ils ont fait vraiment des gros efforts là-dessus, mais je pense que ça rejoint tout à fait ce que j'expliquais au début, c'est qu'il y a un moment, l'Église catholique, elle a été vaincue, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ils sont plus aussi virulents qu'au début du siècle, où de toute façon, on va manger du curé au petit déjeuner, les corbeaux, les soutanes. Je pense que... de la même manière que le Moyen-Âge revient un peu folklorisme aujourd'hui, voilà, il y a un petit peu de vérité qui arrive sur l'Église catholique dans les programmes, parce que de toute façon, c'est plus un danger. Enfin, je veux dire, l'Église catholique aujourd'hui, ça... Oui, politiquement, elle n'existe plus comme elle pouvait exister au début du XXe siècle, et ainsi de suite. Je pense que... Je ne dis pas que ça ne reviendra pas dans l'autre sens, mais je veux dire... Ils ont gagné, là. Enfin, ils ont gagné toutes les batailles depuis... Puis de toute façon, maintenant, l'Église se saborde elle-même. Genre, quand on entend ce que dit le pape François, je veux dire, ils ont même plus besoin de... Enfin, voilà, c'est... Donc, oui, effectivement, et je pense que c'est intéressant de le... C'est intéressant de le noter, que du coup, il redonne un peu cette espèce de fantôme du passé, sachant qu'ils sont toujours quand même aussi beaucoup plus, je remarquais dans les programmes, ils sont toujours beaucoup plus sympas avec les moines qu'avec les curés. Ils sont toujours le clergé régulier a toujours meilleure presse que le clergé séculier, qui à mon avis aussi est beaucoup lié au patrimoine, parce que ça se visite, les abbayes se visitent, et ça ramène beaucoup d'argent, et c'est aussi et en plus ça passe par l'histoire se patrimonialise, je ne sais pas comment le dire, voilà, on voit l'histoire un peu à la Stéphane Bern, on va visiter un château, on va visiter une abbaye, et, ils investissent beaucoup le lieu, ils font des vues d'hélicoptères pas possibles, des châteaux de la Loire. De ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal, c'est mieux que d'aller passer un week-end dans un supermarché ou une grande surface, dans un centre commercial. C'est très très bien. Il y a cette idée, je pense aussi que le clergé régulier, du coup, avait moins d'influence peut-être aussi et d'impact sur la société, ce qui est faux. Mais je pense, ça rejoint ce que vous disiez sur un moment, l'Église a été vaincue, et en effet, l'ennemi de la Troisième République, et en gros jusqu'à pas très longtemps, c'était en effet le clergé séculier, accusé d'avoir une vraie influence sur la société, d'avoir une vraie influence politique, ce qui est c'était en effet sans doute moins le rôle et l'impact du clergé régulier, même si les grands abbés avaient une vraie dimension sociale, ils avaient une vraie présence. Oui, mais ils ont disparu bien avant, en fait, dès la période moderne. En fait, les protestants, puis le protestantisme et le jansénisme, et puis la transformation de la terre fait que les grandes abbayes se sont... Voilà. Le curé, entre guillemets, a tellement été l'ennemi que lorsqu'ils ont le Front populaire, la chambre du Front populaire en 1937, je crois, avait commencé à parler du droit de vote des femmes, parce que ça s'était fait en Angleterre, et les socialistes ont voté contre, parce qu'on allait dire non, les femmes sont encore trop proches de leur curé, donc elles vont voter à droite. Ça date, c'est pas si loin que ça, on est quand même au XXe siècle. Donc oui, il y a vraiment...
Je pense que aussi l'idée de créer des archétypes. Je pense que les livres pour enfants créent des archétypes. Donc il y a le moine, le moine gras, enfin c'est Frère Toc, quoi. La princesse, le chevalier en blanc, le chevalier en noir. Et c'est vrai que le moine a un côté très folkloriste, avec son habit très particulier, avec sa... Mais là aussi, on pourrait y voir aussi une forme d'idéalisation du Moyen-Âge, de cette société-là. Oui, c'est vrai que depuis le début, j'essaye la légende a tellement été noircie que si on veut revenir au milieu, on a l'impression qu'il ne faut dire que des choses positives. Évidemment, il n'y a pas que des choses positives à dire de ce qui se passe dans ce monde, de toute façon, c'est évident. Mais voilà, tout a été tellement transformé, tout a été tellement noirci que rien que de vouloir se remettre à peu près au milieu pour pouvoir comprendre, on a l'impression qu'il faut idéaliser. Mais vraiment, ce que je voudrais faire passer aux gens, c'est que c'était un système fonctionnel, c'était un système pérenne, c'est un système qui a vraiment... c'est-à-dire que la modernité n'a pu émerger que parce qu'il y avait eu le Moyen-Âge avant. Ça a vraiment été ce que... aujourd'hui, on appelle une période de stagnation. Ils sont obsédés par ça stagne. 1000 ans de stagnation. Oui, ça bouge pas. Enfin, j'en vois vraiment que c'est ordo à chaos, quoi. Faut que tout bouge tout le temps. Faut qu'il y ait des échanges pour que ça soit dynamique. On envoie des pommes à l'autre bout du monde, on les ramène, on les renvoie, on les ramène. Ça fait 4 flux, alors que il suffit d'aller au bout de la rue pour trouver des pommes. Enfin, on est vraiment dans une situation de... Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du flux. Et on semble détester... c'est une construction lente, pierre par pierre, année après année, qui est le fond du Moyen-Âge, qui en fait a été une période très, 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 très dynamique, avec ces émeutes urbaines. Il y a quand même une grosse part de violence dans le Moyen-Âge, qui est une violence réelle, qui est une violence directe, qui n'est pas l'horreur aujourd'hui de la violence de la diffamation et des lois, ceci, des lois cela, pour vous empêcher de dire ceci, vous empêcher de dire cela. Aujourd'hui, on est dans une violence virtuelle, en fait, bien réelle quand elle vous tombe sur le coup du procès et tout. Mais à l'époque, il y avait quand même une certaine virilité, on va dire, et une certaine violence directe, mais qui du coup durait peu de temps. On va dire c'est un monde tout ce qui pour nous, enfin je sais pas comment dire, c'est quand on regarde le monde du Moyen-Âge, on a vraiment l'impression qu'on prend, vous savez, quand on prend une photographie, l'envers, ce qui pour nous est bien, pour eux c'est mal, ce qui pour eux est blanc, pour eux c'est le négatif, en fait. Et donc du coup, je pense qu'il y a des choses... il y a des choses très intéressantes à aller y trouver. Et puis de toute façon, au dernier moment, on ne peut pas parler de la nation française, on ne peut pas avancer dans le passé en s'amputant de ce qui fait la quasi-totalité de notre histoire. On n'est pas né en 1789, et je ne suis pas en train de dire que 1789 n'a pas existé, et je ne suis pas en train de dire qu'on devrait revenir au Moyen-Âge. C'est toujours dès qu'on parle positivement du Moyen-Âge, on dit vous voulez revenir au Moyen-Âge. Non, je veux juste dire ce qu'il a été. À un moment, ils l'ont mis très peu de temps au programme, et puis ensuite ça a été déprogrammé. Je veux dire, ils voulaient enlever dans le programme de 5e la fine partie qu'il y avait sur le Moyen-Âge pour mettre obligatoire l'histoire de l'islam. Je suis désolée, c'est non. Enfin, c'est pas possible. Ouais. Et une fois qu'on a grandi, on fait l'histoire de l'islam, on fait l'histoire de ce qu'on veut. Moi, je suis passionnée d'histoire du Japon, je connais beaucoup les sociétés d'Asie du Sud-Est. Voilà. Mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est notre histoire. Ça se voit encore dans notre patrimoine. Je veux dire, toutes les églises, toutes les cathédrales, il faut quand même un minimum comprendre d'où on vient. Il faut un minimum essayer de... Ce qui est naturel pour n'importe quel ethnologue ne le sera pas pour un historien. C'est-à-dire que n'importe quel ethnologue qui va aller dans n'importe quelle tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée va mettre en retrait ce qu'il pense et va expliquer comment ils vivent, ce qu'ils pensent, quelles sont leurs croyances, quelles sont leurs manières de s'organiser, et puis va faire un compte-rendu. Ça semble être interdit pour un historien des périodes anciennes. Si vous êtes en train d'expliquer ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, comment ils vivent au quotidien, comment est-ce qu'ils s'organisent, quelle est leur vision du monde, vous êtes un horrible réactionnaire. Non, je veux dire, faut rendre la vérité. C'est tout. Dans votre analyse, malgré tout, sur la perception qu'on a du Moyen-Âge aujourd'hui, vous expliquez que la volonté première, c'est la destruction de l'Église. Oui. Enfin, je pense que ça a été le moteur principal de ces opposants les plus farouches, ceux qui ont véritablement lancé des campagnes, ceux qui ont fait des écrits qui ont fait date. Je veux dire, c'est quand même pas
c'est pas un scoop si je vous dis que les républicains de la Troisième République, ce qu'ils voulaient absolument, c'était, qu'ils sont rentrés en guerre contre l'Église avec les lois sur la laïcité, et puis donc c'est. Oui, mais là, en l'occurrence, il aurait peut-être été plus juste et plus à propos de décrier le rôle de l'Église sous l'absolutisme royal, par exemple. Oui. Ou son influence, qui était peut-être plus pernicieuse. Et que ce qu'elle a pu être du temps du Moyen-Âge, où il y avait toute une dimension sociale, une dimension hospitalière, ainsi de suite, éducative aussi, qu'on a du mal à retrouver, qui existe après, mais qui est quand même moins prégnante. En fait, le problème, il y a un avant et un après protestantisme, il y a un avant et un après Concile de Trente. C'est-à-dire qu'il y a un moment attaqué par le protestantisme de cette hérésie qui va ensuite se muer en religion, attaqué. À partir du Concile de Trente, et puis après les guerres de religion qui ont été horribles, les guerres de religion, ça a été terrible dans les deux camps, ça a causé énormément de malheur. Ça a causé aussi, alors on ne parlait pas d'athéisme à l'époque, mais ça a quand même causé un rejet de tout ça. Il y a eu, donc dans la ville de Trente, le Concile de Trente, et ce qu'on a appelé avec la création des catéchismes. Mais quand on lit ça, c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire que c'est toujours évidemment le message du Christ, c'est toujours ce qu'a prôné l'Église depuis tout le temps, mais dans la manière dont ça s'incarne dans la société, il y a quand même quelque chose qui a changé. La modernité c'est par là, on est quand même dans le formalisme, on a perdu la familiarité des saints. Les abbayes, comme on l'a dit, ont été ravagées. Et oui, effectivement, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que la vision médiévale du monde et de la spiritualité, et le protestantisme qui ensuite va insuffler le jansénisme dans la société française, puis le gallicanisme. C'est vraiment très différent de la vision qu'on avait au Moyen-Âge, quoi. Ouais, et puis il y a une réalité, tu vois, c'est globalement le roman national tel qu'il se construit dans les années 1870-1880, on va dire, il est sur cette idée que la République devait arriver. D'accord. Et donc il y avait de toute façon un certain nombre de déterminismes qui faisait qu'on a un peuple qui en gros travaille et qui doit aller vers la liberté. Et de fait, de ce point de vue-là, la monarchie absolue, en tout cas les figures de la monarchie absolue, donc en gros les 4 ou 5 derniers grands monarques, sont vus finalement comme des acteurs et des artisans en fait de cette lente marche vers la République. Comme une agonie. Bah oui, parce qu'ils construisent l'État, parce que justement ils imposent un pouvoir sur la société, sur les corps qui constituent cette société. Et donc en fin de compte, assez paradoxalement, la période absolutiste n'est pas forcément vue comme la pire période de ce qui précède la Révolution française. Par le biais de ces figures, c'est ce que disait Claire par ailleurs. De toute façon, on est à ce moment-là sur une histoire qui s'occupe des grands hommes, qui s'occupe quand même infiniment moins justement du tissu social, des relations sociales qui peuvent structurer la société. Et avec cette approche, bah oui, on a des grands hommes, et ça là-dessus, personne ne peut leur ôter ça, qui ont construit l'État, qui en effet ont mis en place un certain nombre d'outils qui existent toujours aussi bien dans notre imaginaire que dans la façon dont la République a pu se construire, en reprenant un certain nombre de choses. Je veux dire, on est sur une continuité. Alors, pour le coup, peut-être pas en termes de poids, parce qu'après tout, on peut rappeler, Louis XIV, c'est 2000 commis autour de lui. Si on compare avec l'État républicain, même sous la Troisième République, ça laisse rêveur, en termes de poids et de prégnance de l'État. Mais on a une continuité. Et cette continuité-là, on l'a pas, par contre, avec le Moyen-Âge féodal, on va dire, avec le Moyen-Âge classique, en quelque sorte. Alors, dans votre analyse, après, il y a cette rupture qui s'opère à partir de ce qu'on va appeler la Renaissance et l'influence italienne, et cette réappropriation et ça c'est amusant, parce que si on parle, pour rebondir sur ce que disait Jean-Louis, cette espèce de logique comme une fatalité, on peut imaginer l'histoire comme une espèce de déroulé qui va aboutir, ce que tu disais, à la République, symbole de libération, de liberté. On va se réapproprier l'Antiquité grecque et romaine,
comme une source justement rêvée ou idéalisée là aussi d'une société parfaite où l'humanisme, la liberté de penser avaient cours. Et là, vous vous insurgez, vous montez justement, vous luttez contre ça en disant mais non, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est quelque chose de complètement monté a posteriori. Oui, c'est assez marrant. Moi, je partais pour faire l'histoire du Moyen-Âge et j'ai vu que Jacques Herz avait eu le même problème que moi. En fait, le médiéviste, il y a un moment, c'est la Renaissance, quoi. C'est vraiment c'est la période sur laquelle va se focaliser un peu un bon médiéviste. Quand on lui parle de la Renaissance, il a les cheveux qui se hérissent sur sa tête parce que c'est quand même incroyable de nous faire croire qu'il y a un moment, on est sorti de l'ombre, on savait rien faire. Les historiens, on en parle les historiens, les gars de la Renaissance ont réussi à nous faire croire que durant le Moyen-Âge, on ne savait pas construire. On ne savait pas construire. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le gothique, c'est une autre histoire. Mais quand vous avez des Vasari, par exemple, qui ont mis Michel-Ange au pinacle et qui nous faire croire que les cathédrales gothiques, en fait, c'est moche et en plus, techniquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et eux, ils construisent des temples tout carrés, c'est-à-dire, en fait, ils reviennent à une structure. Et je dis, on peut aimer la simplicité, ne pas aimer le gothique flamboyant. Ça, c'est une autre histoire. Mais vous vous rendez bien compte que des arcs en plein cintre, d'un point de vue technique, par rapport à des nefs brisées qui ont obligé d'avoir des contreforts qui font de ces cathédrales je sais pas, de la dentelle de pierre. Enfin, d'un point de vue technique, c'est extrêmement compliqué. Ça se crée sur le long terme. On commence par croiser les arcs, puis on commence par briser un peu, puis briser beaucoup. Enfin, c'est une histoire technique très intéressante. Et on veut nous faire croire que on savait pas, donc au Moyen-Âge, on savait pas écrire, on savait pas peindre, on savait pas, et qu'il faut remonter à l'Antiquité. Alors que en sculpture, on voit bien que non, le Moyen-Âge est plus complexe que l'Antiquité romaine ou grecque d'un point de vue construction. La littérature, après c'est une affaire de goût. Je veux dire, il y a une littérature médiévale. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas il y aurait pas de littérature médiévale. Il y a donc il y avait des arts, il y avait de la culture. Par contre, évidemment, c'était très imprégné de christianisme. Et donc, on va revenir. Alors, c'est incroyable. C'est pour ça que c'est très bizarre à étudier. Donc, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus laïque et on va mettre des dieux grecs partout. Bah oui, d'accord, mais je veux dire, si vous passez de la Vierge Marie ou de Saint Paul ou de ce que vous voulez à d'un coup Mars et Vénus et Mercure et puis Aphrodite dans l'Antiquité. Enfin, je veux dire, vous passez d'une représentation religieuse à une autre représentation religieuse. Enfin, c'est ce que je dis dans mon livre. Je veux dire, la culture, ça vient du culte. Partout sur la planète, en général, il n'y a pas tous les arts, que ce soit les totems, que ce soit les Bouddhas, que ce soit n'importe quoi, les Balamakam des Aztèques. On représente en général des divinités ou des choses qu'on estime sacrées. Donc oui, la Renaissance, il se présente toujours comme ça, d'un point de vue de la Renaissance des arts et des lettres. Et en fait, ça cache quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la fascination de la Rome antique, c'est pas pour les temples. Je veux dire, les révolutionnaires s'appelleront Gracchus et ils s'appelleront citoyens. C'est-à-dire que c'est véritablement une fascination économique et politique d'un système qui est... j'ai pas beaucoup d'affection pour le système politique, économique et social de Rome. Hein. Je peux trouver ça magnifique. J'ai été à Rome 2-3 fois dans ma vie. Le Colisée, c'est sublime. Je pense que c'est une grande civilisation. Ils ont apporté les arts et les lettres à un très haut niveau. Mais je veux dire, la manière dont ils traitent les femmes, les faibles, l'autre, et dont ça fonctionne d'un point de vue économique, c'est horrible quand même. Ouais, ce qui est amusant, c'est qu'en plus, cette fascination pour l'Antiquité romaine, hein, une partie du Moyen-Âge, là, je veux dire, le règne de Charlemagne, il se construit là-dessus. Tout le discours sur le roi de France, empereur en son royaume, il se construit aussi là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que les Renaissants ont cru en fait revenir à quelque chose, mais que le Moyen-Âge n'avait pas coupé. Mais que le Moyen-Âge avait
avait gardé. C'est-à-dire que le héros des enfants, c'est Alexandre. Le roman le plus recopié au Moyen-Âge ou sur lequel on va écrire, c'est Alexandre. C'est même, au Moyen-Âge, on écrit en vers de 8 pieds. Et il y a le grand roman d'Alexandre au milieu du XIIIe siècle qui fait des vers de 12 pieds. Et c'est pour ça qu'on va ensuite appeler le vers de 12 pieds l'Alexandrin. Donc c'est vraiment le grand héros des petits-enfants du Moyen-Âge, c'est Alexandre le Grand, le Macédonien, qui va conquérir, qui va aller jusqu'à l'Indus. Le latin, c'est quand même incroyable. Pétrarque dit oui, maintenant il faut arrêter avec les langues vernaculaires, l'italien, le français. Il faut revenir au latin, il faut retrouver le latin de Cicéron. Attendez, qui c'est qui a gardé le latin en tant que langue véhiculaire en Europe? C'est bien le latin de Metz. C'est bien l'Église en tant que corps constitué. Donc, si Pétrarque parle encore latin, c'est parce qu'il a été à la messe et que parce qu'avant lui, il y a des gens qui ont passé leur temps à recopier du Cicéron, à recopier de l'Aristote. En fait, ce qu'on appelle la redécouverte de l'Antiquité d'un point de vue des textes, c'est des ouvrages de Platon. À part le Timée, des ouvrages de Platon qui forment l'école néoplatonicienne, c'est vrai qu'on n'en avait pas conservé. Ce qui est très intéressant, parce que le plus grand ouvrage de Platon qui était inconnu au Moyen-Âge, c'est La République. Je pense un peu lire La République, ce que c'est, cette espèce d'utopie. Voilà, mais comme l'a très bien montré Sylvain Guggenheim, oui, et puis toute l'université lui est tombée dessus. C'était assez marrant, parce qu'en plus, son livre ne fait que dire ce qui est su depuis assez longtemps par les historiens, mais qu'ils veulent absolument pas que ça sorte dans le grand public. C'est que l'Antiquité n'a absolument pas été oubliée, ni dans le fond, ni dans la forme. Par les sociétés médiévales. La société médiévale, elle connaît pas le table rase, le tabula rasa des révolutionnaires. Elle s'est construite sur des strates dans tous les domaines. C'est-à-dire, on est sur des sociétés où de toute façon, on ne peut innover que sur des bases solides. Donc en fait, il y a des transformations au fur et à mesure du droit, parce qu'il y a du droit romain qui se mélange avec des coutumes préexistantes ou de Celtes dans les endroits où il y en avait beaucoup, ou plutôt des coutumes de Germains, dans le nord de la France par rapport à l'occupation des Francs puis des Burgondes. Pareil en architecture, pareil dans tous les domaines. On construit au fur et à mesure. Il n'y a pas de tabula rasa. On va trouver des motifs et romains dans le sud de la France et ce qu'on appelle aujourd'hui païens, mais des religions préexistantes et celtiques qui vont continuer à perdurer dans l'imaginaire, dans le roman, dans la manière de s'organiser. Tout ça se construit au fur et à mesure. Il n'y a pas cette espèce de coup de sabre de la Révolution. De remettre tout à zéro. Oui, d'accord. Ouais. On le retrouve dans le corps des églises même, ça, le fait qu'on va avoir des bâtiments qui, construits sur une période très très longue, vont en fait ajuster les modes architecturales et puis les périodes, les unes à côté des autres ou les unes sur les autres. Ouais. Mais jamais en remplaçant et en effaçant en effet ce qui a été construit avant. Ça c'est vraiment quelque chose lié à une société de l'obsolescence et à un moment de la prospérité matérielle apparente où on peut se dire allez, on remplace, on jette. Non, pendant des siècles on n'a pas fait ça, c'était pas possible. Exactement. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a gardé plein d'objets, par exemple de croyances préexistant au christianisme, alors plutôt en Espagne, en France et dans le sud de l'Europe, parce que la christianisation des mondes germains a été un petit peu plus difficile, ils se sont un peu plus fait la guerre, donc ça a été plus problématique. Par exemple, on a à Paris retrouvé quelque chose qui s'appelle le pilier des Nautes, Nautes, qui est une espèce de pilier sur lequel il y a des dieux, à la fois des dieux romains, mais en même temps des dieux d'avant qui sont représentés, qui devaient appartenir à la corporation, même si elle n'existait pas encore à l'époque, des bateliers. Et elle a été gardée sous, je ne sais plus si c'est Saint-Denis ou Notre-Dame, une église. C'est-à-dire que même un objet de culte, c'est-à-dire qui est à l'antinomie du christianisme, n'a pas été détruit et il a été placé sous l'autel. Et quand on a fait des travaux dans cette église parisienne, le nom m'échappe, on l'a retrouvé. Donc l'église n'a pas fait de tabula rasa en France. Oui, c'était aussi peut-être une manière de ne pas heurter dans les périodes de christianisation et de pas vouloir garder. On a vu très longtemps, et ça existe encore notamment en Amérique latine, où se juxtaposent
des religions traditionnelles sur fond de religion catholique, où on voit notamment en Bolivie ou ailleurs, à l'intérieur des églises, des chapelles dédiées à des saints locaux qui sont en fait des divinités locales et qui n'ont absolument rien à voir avec le culte Exactement. catholique. Parce qu'en fait, ce sont les gens qui changent. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on estime qu'il y a des curés ou ce que vous voulez qui arrivent et qui soumettent la population et qui leur disent à partir de maintenant, ça va être fait comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une christianisation véritable avec des gens qui se convertissent. Et par exemple, si vous saviez que votre mère et votre grand-mère, elle allait toujours à la source pour prier, je ne sais plus quoi, à partir de maintenant, vous allez y aller, parce que vous y alliez quand vous étiez petite, mais vous allez prier la Vierge. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, les gens continuent à garder leur tradition familiale, même en ayant changé de religion, ce qui des fois peut se passer sur le très très long terme. Parce qu'il y a aussi, c'est très marrant, ce mépris absolu du peuple que nous a inculqué la gauche. C'est-à-dire que ça peut pas être des populations qui prennent des décisions par elles-mêmes d'un point de vue collectif. Non, c'est forcément une autorité qui arrive et qui taille dans le alors il y a, dans la population, je veux dire là, quand on voit par exemple l'Irlande, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a rien eu. Enfin, les Irlandais se sont convertis très rapidement au christianisme, parce que la religion qui était là avant, et la religion est en crise. Hein, toutes les religions dites sacrificielles dans pas mal d'endroits sont en crise, et donc le christianisme a aussi apporté des réponses sociales, économiques et compagnie. D'ailleurs, c'est très marrant parce que j'ai lu beaucoup pour faire mon travail, j'ai lu beaucoup de petits livrets protestants du 19e siècle. Où c'est là d'ailleurs que j'ai trouvé que c'est dans un petit livret protestant qu'on parlait pour la première fois de l'école laïque gratuite et obligatoire, c'est-à-dire que c'est les milieux protestants. Donc la femme de Jules Ferry avait épousé une protestante, il avait surtout épousé sa dot. Les milieux d'affaires protestants qui ont amené ça, et il y avait toute une analyse, c'est marrant d'en parler ici à Méridien Zéro, il y avait toute une analyse qui disait qu'en fait, si la Bretagne et la Vendée s'étaient rebellées, c'est parce qu'en fait le christianisme avait trop laissé perdurer le paganisme et n'avait pas assez détruit les anciens lieux de culte, avait trop laissé ce folklore local de la lande, de Avalon, du monde arthurien perdurer, et que c'était pour ça qu'il n'avait absolument pas voulu rentrer dans la modernité, en expliquant que déjà le christianisme, c'est la superstition, mais alors un christianisme qui n'a pas assez fait le ménage dans des traditions ancestrales, locales et anciennes, oui. C'est vraiment ceux qui ne vont absolument pas, vouloir arriver dans la modernité. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas forcément tort, sauf qu'eux, évidemment, ils se placent de l'autre côté. Et donc, il y avait une grosse accusation de l'Église catholique de pas avoir assez fait le ménage dans le paganisme de la part des protestants, parce que tout ça pour eux évidemment c'est de la superstition. Oui, ce qui est d'ailleurs assez original, hein, quand on connaît un petit peu l'histoire du protestantisme, on n'a pas d'équivalent par exemple dans le catholicisme en France, en Espagne ou en Italie, de ce qui a pu se passer en Angleterre lorsque les courants calvinistes étaient au pouvoir. On peut rappeler quand même ces 2 ou 3 décennies à Londres, au XVIIe siècle, où les théâtres étaient fermés, où le jeu était interdit. Donc des systèmes on les appelait les puritains, des systèmes qui aujourd'hui nous font penser à d'autres sociétés. Il n'y a jamais eu d'équivalent pour le coup avec le catholicisme en Europe occidentale. Ce qui a pu produire ça, c'est en effet des lectures protestantes du christianisme poussées très 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 loin, et qui justement, dont les embardées, on va dire, et dont les dérives étaient impossibles avec le catholicisme de par son fonctionnement et ces systèmes de contre-pouvoir à l'intérieur de l'Église aussi. Tout à fait. De toute façon, le monde médiéval, c'est vraiment c'est rabelaisien. Le Rabelais arrive à la fin du Moyen-Âge, mais ce qu'il décrit, c'est un peu marrant d'en parler les universitaires, mais on parlait tout à l'heure de littérature médiévale. La littérature médiévale, elle est dans certaines de ces occurrences, le fabliau, elle est très graveleuse, il y a un certain relâchement du corps, un certain des blagues, elle est très
enfin, je sais pas, il n'y a pas du tout ce puritanisme. Il y a le respect le respect des conséquences. Par exemple, beaucoup de fois, on m'avait demandé, j'ai entendu Marion Sigaud dire que à l'époque moderne, on se mariait en fait beaucoup plus tard que ce qu'on a voulu nous faire croire. On mariait pas les filles à 12 ans. Au Moyen-Âge, on se mariait quand ? Et je n'ai qu'une seule réponse à vous faire. À part évidemment dans les milieux princiers, royaux, dans les milieux paysans, on se mariait quand la femme était enceinte. Voilà, là vous avez compris le monde médiéval. C'est-à-dire qu'il y a une certaine légèreté, il y a des fêtes, il y a des balles, il y a des lieux de rencontre, on n'est absolument pas collé-monté. Par contre, il y a une règle à respecter. C'est à un moment, s'il y a un cap qui a été franchi, il va falloir officialiser. Et là, on a bien l'esprit médiéval, c'est-à-dire une certaine liberté à partir du moment où on en assume les conséquences. C'est-à-dire qu'il y avait pas d'attaque de l'Église, pas de mise à l'index, pas de choses comme ça, tel qu'on nous le rapporte aujourd'hui, par exemple par rapport à Molière ou des auteurs comme ça, où dès qu'il y avait des attaques un peu à charge contre l'Église catholique, systématiquement la PS pouvait être interdite, mise à l'index. Ça, c'est quand même des choses qui sont... Ou est-ce que là, on est aussi sur une espèce de mythification de la chose ? Il n'y a pas d'index au Moyen-Âge. D'accord. Il y en a dans l'absolutisme, par contre. Exactement. Parce que le problème, c'est que au-delà de troupes théâtrales qui vont tourner de manière assez locale, et alors là, s'il y a des problèmes, de toute façon, ils vont pas avoir un problème avec l'Église, ça va pas remonter à la papauté. Il peut y avoir un curé un peu tatillon ou un évêque qui ne trouve que c'est pas du tout de son goût. Il n'y a pas de recopie des œuvres autres que dans les monastères. À partir du moment où ce sont les moines qui ont l'absolu contrôle, en fait. Sachant qu'ils ont recopié, c'est très marrant, ils ont, on le voit même dans le nom de la rose, ils ont recopié des ouvrages ou de l'Antiquité ou du début du Moyen-Âge, très graveleux, et évidemment ils les ont mis dans des bibliothèques en disant il faut absolument le conserver parce que ça fait partie du savoir de l'humanité, mais par contre tout le monde ne peut pas y avoir accès, c'est-à-dire que même là il n'y a pas de tabula rasa, et on a retrouvé des ouvrages, par exemple il y avait, je crois, Portugal, je voudrais vraiment pas dire de bêtises, mais une espèce de bouquin qu'ils ont retrouvé qui avait été retraduit au Moyen-Âge, et en fait c'était une version un peu qui était passée un peu par l'Iran, mais ça ressemblait au Kama Sutra en fait. Et elle était quelque part dans un monastère, ils avaient même recopié les dessins, ce qui peut nous sembler complètement fou, et ils l'avaient mis comme ça dans un endroit. Le contexte n'est pas le même. Jusqu'au XVIe siècle, finalement, jusqu'à l'apparition du protestantisme, jusqu'à l'émergence du protestantisme, l'Église n'a pas besoin d'en rajouter et de se défendre contre des périls qui n'existent pas. C'est-à-dire vraiment, il y a une spiritualité, il y a un attachement à cette spiritualité. La meilleure comparaison que je pourrais faire, c'est un moment, lorsque quelqu'un est sûr de son identité, des fondements de son identité, il n'a pas besoin d'en rajouter dans la haine de l'autre, pour le coup. Il n'a pas besoin de se sentir menacé. On ne se sent, en fait, on en rajoute réellement dans des défenses culturelles que lorsqu'on se sent affaibli ou vacillant sur ses propres bases. Au Moyen-Âge, l'Église n'a pas de raison de se défendre. À partir du XVIe siècle, si, parce qu'en effet, elle est remise en cause par l'émergence du protestantisme et par une crise qui, du coup, est à la fois, on va dire, spirituelle et institutionnelle. Ce qui n'est pas le cas au Moyen-Âge. Et là aussi, l'invention de l'imprimerie, qui est quand même en soi, enfin qui... Je ne vais pas dire que c'est une invention du protestantisme, mais quelque part, oui, quand même, puisque Gutenberg, on verra après, cette manière de vouloir récupérer la Bible, on est déjà dans le début de la Réforme, puisqu'on enlève la responsabilité qui était celle des moines, cette espèce de privilège, là aussi, en tout cas, de contrôle de l'écriture. À partir de ce moment-là, il va se passer véritablement, les choses vont partir à volo, puisque le peuple va pouvoir accéder. Est-ce que ça aussi, c'est une réécriture, ou est-ce qu'on peut l'analyser comme tel ? Ah non, moi j'ai fait 1 an de lettres avant de partir en histoire, et j'avais un prof qui me disait « Si vous me trouvez entre Gutenberg et jusqu'au XVIIIe siècle, une seule presse qui n'est pas à la propriété d'un protestant, je vous paie des prunes. » D'accord ? Donc, absolument toutes les presses de l'endroit où elles sont sous le contrôle protestant. Par exemple, il y a un exemple que j'aime beaucoup citer parce qu'ils en parlent dans le Da Vinci Code, donc il y a des gens qui le connaissent. Le marteau des sorcières, le Malum Maleficarum, soi-disant écrit par des dominicains qui disaient qu'il fallait brûler des sorcières, et on est dans le mythe de brûler les sorcières. Il a effectivement été écrit par des dominicains. Au moment où le pape, on lui a remis le rapport, il l'a mis, parce qu'on était dans
dans les années 1500. Il l'a mis à l'index. Il paraît qu'il a failli tomber dans les pommes quand il a lu ça. Il a dit, il n'en est pas question. Il l'a mis à l'index. On a 8 occurrences entre 1511, je crois, et parce que on a les premiers index qu'en 1550, mais on a perdu ceux d'avant. Mais on sait que c'est une redite jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Et ce sont les protestants qui ont passé leur temps à le réimprimer. À chaque fois, ça faisait des succès de librairie. Ils l'ont réimprimé. À chaque fois, la papauté le remettait à l'index en disant les catholiques n'ont pas le droit de lire ça. Et aujourd'hui, dans le Da Vinci Code, par exemple, on nous dit ça a été écrit par des dominicains, c'est l'Église catholique. C'est quand même un renversement total. Et ça va servir évidemment ensuite dans des choses qu'on connaît plus, les pamphlets de Voltaire qui avaient été interdits par le roi, parce qu'il y a les presses royales aussi ensuite. Je vous disais qu'il n'y a pas de presse qui ne sont pas protestantes, à part évidemment la presse du Vatican et les presses royales. Mais tout ce qui est privé, c'est protestant. Oui, tous les encyclopédistes ou tous les pamphlets qui vont être imprimés, à chaque fois, on vous dit qu'ils viennent ou de Hollande ou d'Allemagne ou de Suisse. Et donc, en fait, c'est le milieu protestant qui a la main sur l'édition privée. Après, c'était aussi une technique pour éviter les soucis politiques, quand même aussi, d'attribuer. Oui, bien sûr. Mais... dire, voilà, le livre a été édité loin. Il n'y a pas beaucoup de presse en France. Oui, non, mais c'est l'exemple que je viens de vous citer est quand même assez parlant. Alors après, évidemment, ils n'ont pas passé leur temps uniquement à écrire des pamphlets. Ils ont aussi diffusé la culture. Ça semble évident. Mais l'Église, de toute façon, à ce moment-là, perd son monopole. Et donc, évidemment, naît, alors on peut dire, la saine contestation ou une contestation un peu plus virulente. Oui, pour en revenir à ce qu'on disait avant, effectivement, enfin, je veux dire, pour tout ce qui va concerner le moral, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup... on parlait un peu de féministe tout à l'heure. Je veux dire, aujourd'hui, la faculté est quand même partie dans un délire assez particulier sur l'histoire du genre, l'histoire des femmes. Enfin, ça commence à grignoter de plus en plus le paysage. Donc, on s'intéresse beaucoup à cette histoire ou de la sexualité ou des normes sociales. Je veux dire, évidemment, il n'y a pas besoin de l'Église. Je veux dire, dans un système dans lequel il y a des pères qui ont un véritable pouvoir... sur leur famille et que tout ça se tient, il n'y a pas besoin d'un curé ou d'un évêque pour venir contrôler tout ça. Je veux dire, nous sommes dans un monde, en plus on n'est pas dans la ville, on est dans un monde rural. Je pense que pour les gens qui ont vécu dans des petits villages, de toute façon, tout se sait, tout finit toujours par se savoir. Et en fait, on vit pour sa vie de citoyen, en fait, on va dire, de public, on est constamment sous le regard de l'autre. Ce qui disparaît complètement, parce que l'arrivée de la modernité, c'est aussi les grandes villes où on est absolument anonyme et où on peut rester impuni même quand ça se sait. Alors justement, on parlait de modernité, vous terminez sur ce chapitre dans votre ouvrage en parlant de la télévision et de cette espèce de catéchisme catholique, là je vous cite pour le coup, et cette manière en fait, après la Troisième République et cette mise en place d'une logique éducative pour justement réécrire l'histoire, là on enfonce le clou de manière avec les éléments de la modernité, les outils de la modernité pour enfoncer et dénigrer et écraser véritablement ce qui peut rester d'imagerie positive ou de possibilité d'idéaliser cette société. La société médiévale. Oui, il n'y a pas énormément de films sur le Moyen-Âge. On va toujours citer Le Nom de la Rose. Puis il y a aussi Les Visiteurs. Enfin, je veux dire, c'est... Il y a eu Jacques le Croquant, pourtant. Il y a eu Jacques il y a eu les Rois maudits de Michel Léon. Ça a quand même marqué son époque. Ils n'ont pas pu s'empêcher d'en refaire un autre, qui était quand même un peu moins de réussite. Franchement moins réussi. Non, mais je pense que le bon exemple, c'est Les Visiteurs. Je veux dire, j'adore Les Visiteurs, ce film me fait rire. Je veux dire, vous imaginez à quel point vous allez passer pour un rabat-joie en disant non, ce n'est pas comme ça, non, c'est impossible. Mais la vision qu'il offre est complètement délirante et complètement fausse. En fait, ça valide, quoi. Pour moi, c'est le parachèvement. Ça montre que ça revient un peu à votre question tout à l'heure, ça montre que la propagande a tellement bien fait son œuvre que la société s'y est habituée, que c'est bon, c'est normal, ça passe, ça choque plus personne. Après, évidemment, sur les films hollywoodiens, je vous renvoie au documentaire d'Hervé Rissens sur Satan à Hollywood, et sur qui sont les personnes qui produisent ce genre de films et quelle est l'idéologie qu'ils veulent marquer.
Je parle dans mon livre, je fais la différence entre le livre d'Umberto Eco sur le nom de la rose et le film. Le film est beaucoup plus... Il y a des éléments qui ne sont pas dans le livre, qui sont beaucoup plus à charge. Je veux dire, par exemple, dans le livre, il n'y a pas de bûcher. Hein. Je veux dire, l'inquisiteur s'en va et on ne verra pas de bûcher, ni de sorcière, ni d'hérétique. Un autre élément aussi qui est très emblématique. Ce qui d'ailleurs correspond... Enfin, historiquement, pour le coup, le bûcher correspond à rien. Oui, non, c'est complètement... voilà. Par rapport à la période. C'est pas... Oui, ça a vraiment aucun sens. Et puis alors, il trouve une fille et puis elle a un chat noir, donc du coup, on la brûle. Enfin, c'est un peu bizarre, on comprend pas. Et il y a un autre élément, par exemple, qui est assez significatif. Dans le livre, il est bien expliqué que l'espèce d'endroit où le moine a sauté, il y a une petite porte qui s'ouvre et les moines balancent leurs déchets de table, là, les choux, les carottes, ce que vous voulez. Et il y a des le bon peuple vient se nourrir. Exactement. Et dans le livre... C'est bien écrit que c'est une fosse à compost et qu'il y a des paysans qui viennent amener leur une voiture à cheval et ils mettent le compost dedans pour aller amender leur champ. C'est-à-dire que c'est voilà, les moines de l'époque en plus sont écolos, c'est-à-dire qu'ils font un compost et que les paysans viennent se servir parce que comme ça participe à la vie de la communauté. Là, ça devient une espèce de fosse dans lesquelles les gens viennent se nourrir. Donc, si l'abbaye est si riche... on ne comprend pas pourquoi est-ce que les paysans du coin ont obligé d'aller manger les trognons de pommes pour se nourrir. Ça les paysans de l'Italie, c'est ridicule. Ouais. Et on entend Guillaume de Baskerville dire encore un don désintéressé de notre sainte Église aux pauvres. C'est complètement... Et voilà, donc le message d'Umberto Eco, qui est beaucoup plus ésotérique, qui est beaucoup plus franc-maçon, qui est beaucoup plus... qui est une réflexion sur l'Église avait des trésors de connaissances, elle n'a pas voulu nous les transmettre, devient vraiment, dans le film d'Anno, beaucoup plus sensationnel. Il y a vraiment un côté polar, enquête, très, très, très glauque, quoi. La propagande est beaucoup, beaucoup plus marquée. Le livre d'Eco est quand même moins ridicule que les scènes... Parce que j'avais adoré Le Nom de la Rose quand j'avais regardé quand j'étais jeune, et quand je l'ai revu pour les besoins du livre, il y a quand même des moments, c'est quand même assez grand, c'est grand guignol, quoi. Bon, après, c'est vrai que Umberto Eco avait quand même une formation médiéviste. Ce qui fait que sur d'autres chapitres, par exemple, il peut être quand même bien plus faible. Enfin, le chapitre sur d'autres périodes, il peut être bien plus faible. Mais je vous rejoins sur le côté ésotérique, on le retrouvera avec le pendule de Foucault, avec des choses comme ça, où il creusera effectivement cette logique-là. Mais il a eu des problèmes, j'ai lu ça, parce que quand je m'y suis intéressée, ça m'a fait beaucoup rire. Il y a je ne sais pas si c'est dans le pendule de Foucault ou c'est dans celui d'après, il a un personnage qui est kabbaliste, qui s'intéresse à la Kabbale. Et donc, du coup, il a été attaqué par la communauté juive italienne, et il a été... Alors, je ne sais pas s'il a été condamné, mais ils ont quand même accepté ça en jugement. Il a été condamné pour antisémitisme involontaire. Je trouve ça incroyable. C'est juste possible, quoi. Que d'un point de vue juridique, on puisse accepter d'aller au tribunal parce qu'il avait un personnage kabbaliste dans son roman. En plus, c'est pas un personnage très important du roman. Et voilà, Umberto Eco, qui était très ami avec Jacques Le Goff, le grand médiéviste. Et je ne sais plus qui des deux est mort le premier, parce qu'ils se sont pas je crois que c'est Jacques Le Goff. Jacques Le Goff. Ils sont suivis de peu, mais... Et Umberto Eco a déclaré que Jacques Le Goff était un grand ami et qu'il l'appelait dans leur amitié, quand il n'y avait pas de caméra, ils s'appelaient eux-mêmes les grands alchimistes. La piste est assez... le Goff, qui par ailleurs est intéressant, parce que son livre sur Saint-Louis fait référence. Voilà, c'est ça. Étant issu des annales... c'est vrai que sa biographie de Saint-Louis était pas attendue en tant que telle. Il a quand même redonné un tout petit peu de souffle, je trouve, à ce genre qui en effet avait quand même beaucoup perdu. Et je trouve que là, depuis une vingtaine d'années, c'est vrai qu'il y a de nouveau, parce que le Goff, non, un petit peu moins. Saint-Louis, je crois que c'est 96. Donc si, c'est ça, c'est presque 20 ans. Il y a de nouveau des biographies, et en particulier sur certaines figures du Moyen-Âge, qui retrouvent un petit peu d'intérêt quand même. Ah oui. Dans votre ouvrage, il y a aussi quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent. On a évoqué tout à l'heure, en début d'émission, c'est Stéphane Bern. Tout ça pour revenir au traitement, justement, de cette idée de la monarchie et de la royauté. Alors, le Moyen-Âge, bien sûr. Alors là, on est dans le côté un peu folklorique ou patrimonial, c'est selon. Mais vous lui passez pas grand-chose. Et pour vous, il est vraiment le symbole, justement, de cette tromperie, dans la perception qu'on peut avoir au travers de toutes ces émissions patrimoniales aujourd'hui, de toutes ces époques avant la Révolution française. C'est-à-dire que dans le monde
dans lequel on est, il est évident que regarder Stéphane Bern plutôt que de regarder une émission stupide, genre de télé-réalité, c'est évident. D'accord. Voilà. Donc, mais le problème, c'est est-ce qu'on va se suffire du moins pire. C'est comme c'est moins pire que, est-ce qu'on peut se suffire C'est la théorie du moindre mal. C'est exactement C'est ça. Donc, je passe pas grand-chose à Stéphane Bern. Ce qui me gêne beaucoup, c'est son traitement très gossip, très qui étaient les maîtresses du roi. Voilà, tout passait sous le prisme de la sexualité. Je veux dire, il y a un moment... il y a autre chose à dire sur le règne de Louis XIV que avec qui il couchait, comment c'était. Je veux dire, il y a un moment, sur Louis XV, on va dans l'endroit où il recevait ses maîtresses. Oui, ça permet de rendre l'histoire people, justement. Ouais. Et ça plaît, ça. Oui, je sais pas. Est-ce que ça plaît tant que ça? Je veux dire, est-ce que on n'a pas le droit d'en savoir plus? Est-ce que c'est une grosse mode de l'histoire ces derniers temps de prendre un sujet qui n'est pas inintéressant et de le grossir à des proportions incroyables. Je sais pas, je pense à Pastoureau, par exemple, qui écrit un bouquin sur les couleurs. Moi, j'ai trouvé ça génial, son bouquin sur les couleurs au ménage, c'est passionnant. Ensuite, il en fait un deuxième, puis un troisième. Et puis après, là, aujourd'hui, à mon avis, c'est aussi les éditeurs qui sont derrière. On a le rouge, 300 pages, le vert, 300 pages, le noir, 300 pages. Là, je dis, la symbolique des couleurs, c'est très intéressant. L'histoire du tissu, c'est très intéressant. Il y a un moment, 25 livres après... Ouais, c'est l'overdose, quoi. Voilà, exactement. Et donc, pareil pour Stéphane Bern, je veux dire, une histoire de Louis XIV ou de Louis XV ou de n'importe quelle favorite du roi dans lequel il y aurait une partie sur les intrigues de cour, les maîtresses qui couchent avec qui, oui, et que ça soit l'heure et demie d'émission, ça permet pas de comprendre. Parce que moi, je pense qu'on ampute vraiment aux spectateurs la possibilité de comprendre et de comprendre très, très bien. Moi, je sais que j'ai fait de l'histoire économique et quand je raconte les systèmes de la banqueroute, quand je raconte le système de la dette, je peux vous dire que les gens d'aujourd'hui savent très très bien de quoi on parle et qu'en fait l'humanité n'a pas tant changé que ça et que les problèmes politiques demeurent, les problèmes économiques demeurent et qu'on pourrait vraiment parler aux gens de ce qui s'est passé pour essayer de comprendre comment les événements s'enchaînent. Stéphane Bern... c'est pas de l'histoire. Le problème, c'est problème, c'est qu'on peut pas appeler ça de l'histoire. Ça en a une vague apparence. C'est ce qu'il vend. C'est ce qu'il vend sur, en gros, une histoire secrète, de la monarchie, de ceci, de cela. Mais c'est pas de l'histoire. C'est juste, en fait, des préoccupations de maintenant qui sont plaqués sur en gros sur quelque chose qui n'a rien à voir, mais on essaie de le démontrer, on essaie de coller dessus. Mais c'est quelque chose de très moderne aussi, cette manière de vulgariser tout, et en l'occurrence appliqué à l'histoire, il en est l'incarnation parfaite. Et puis bon, ce qui m'énerve aussi, et là je peux lui rentrer dedans assez facilement, c'est-à-dire il y a un moment... le fait qu'il passe pour un royaliste et pour quelqu'un un petit peu de droite, donc Monsieur Patrimoine, donc là avec l'affaire de Macron qui lui a donné une espèce de mission, on comprend pas bien, pour sauver le patrimoine. Voilà. Attention, en bénévole. En bénévole, tout à fait. Donc alors qu'il a plusieurs, enfin je sais pas quand est-ce qu'il dort, parce que entre toutes les émissions qu'il a, on va voir, regardons avec attention, parce que c'est une histoire de financement du patrimoine. Donc en fait, qui va s'acheter le petit patrimoine français, savoir qui va payer. Mais oui, il passe pour quelqu'un, donc il a fait quand même monsieur royaliste pendant des années. Je veux dire, il faut que ceux qui nous écoutent aillent taper dans leur barre de recherche internet Stéphane Bern, le fou de la République. Donc ils vont tomber sur un article, parce que son émission sur la radio s'appelle Le fou du roi, mais le fou de la République, Libération, vous allez tomber sur un article de Libération dans lequel Stéphane Bern dit pour moi, la République, c'est l'oubli de toutes ses origines, on s'en fout de dire tu es homosexuel, tu es noir, tu es juif, je ne te regarde pas, j'ai visité la Dordogne, le Vexin, je ne sais plus quelle région, la Creuse, tout est vide, il n'y a plus de métier, il faudrait quand même faire venir des migrants parce que ça redynamiserait le tissu social. Quand j'ai lu ça, j'étais là quand même, c'est pas possible. Monsieur patrimoine, monsieur histoire, donc le patrimoine on s'en fout, d'où on vient on s'en fout, tout ça, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, il va falloir faire venir... on est dans le fond de commerce médiatique. Ouais, mais il y a une figure dans le paysage du festival français, les générations passent, il y a toujours cette figure. Avant Stéphane Bern, c'était Thierry Ardisson. Il faut qu'il y en ait un qui, en effet, en gros, incarne ou se revendique. Ça peut être Léon Zitrone aussi. Pseudo-monarchie.
Bon. Ouais. Oui, voilà. Et puis bon, donc en service public, en histoire, on a Stéphane Bern. Sur l'autre, on a L'ombre d'un doute, Franck Ferrand. Mhm. Et à la radio, on a Lebrun. D'accord. Mhm. Ce sont les trois figures, ce sont les trois Monsieur Histoire du service public. Bon, bah, ils sont tous les trois homosexuels. Donc, je veux dire, il y a un moment, il faut être un homme homosexuel pour faire c'est obligatoire. Je veux dire, c'est marqué où ? Parce que c'est quand même... Il y a une charte secrète. C'est Il y a des examens, peut-être, je sais pas. Exactement. Donc, c'est quand même marrant à noter, quoi. C'est incongru. Pourquoi l'histoire ? Pourquoi ? On ne sait pas. La question est posée. La question est posée. En tout cas, il nous reste à vous remercier, Claire Colomby, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle, pour nos auditeurs, votre ouvrage, qu'il faut absolument se procurer parce qu'il est fort intéressant, très bien écrit, à tout point de vue. Claire Colomby, donc, La légende noire du Moyen-Âge, 5 siècles de falsification. Vous l'avez dit aussi, une très très jolie, une belle pochette. Votre amie Marie, c'est ça ? Oui, Marie. Voilà. Chez Contre-Culture, que nous saluons, Julien, voilà, c'est fait. Et Pierre, peut-être un mot de la fin sur, en bon historien que tu es. Non, mais je crois qu'on est... Enfin, c'est important de se saisir de ces questions-là. Pas seulement, on en parlait hors émission avant qu'on enregistre, pas seulement parce qu'on est tous, à un moment ou à un autre, des parents, enfin tous. En tout cas, pour une bonne partie d'entre nous, on est ou on sera des parents, et donc ces périodes, elles sont enseignées, mais aussi parce qu'en effet, c'est un moyen de se réapproprier les choses et puis de pouvoir contourner cette coupure aussi qui existe avec en effet l'histoire universitaire, ce qui peut être dit. Le fait de savoir les choses, ça libère, c'est émancipateur. Et en l'occurrence, se réapproprier une partie de notre passé que constitue le Moyen-Âge, et en particulier les féodalité, paradoxalement, c'est émancipateur. C'est en effet pas ce qui nous a été vendu pendant très longtemps par le système républicain, je pense et par l'université française. Je pense que les choses vont un petit peu mieux. Ça vaut le coup en effet de s'en emparer et de discuter, de traiter de ces questions-là. Alors évidemment, hein, ça peut apparaître aux yeux de certains comme quelque chose qui n'est pas l'urgence, parce que l'urgence serait plus les flux migratoires, toute une série de choses comme ça. Bah, ça participe d'un tout, hein. C'est aussi ce que je disais tout à l'heure. Si on est solide sur nos bases... c'est se réapproprier tout à fait, notre histoire. Voilà, ça permet aussi de pouvoir affronter la période actuelle avec bien plus de solidité et de sérénité que si on se retrouve démuni et vulnérable. Oui. Et ça donne la mesure aussi de la malversation généralisée, et sans vouloir être taxé de complotisme facile, de se rendre compte à quel point on peut manipuler l'histoire et à quel point des livres comme celui de Claire sont essentiels et nécessaires pour justement, comme le disait Jean-Louis, se réapproprier et participer à cette culture nécessaire et indispensable pour affronter les défis d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça, tout simplement. Oui, je voudrais juste finir en disant que je pense qu'il faut se nourrir. Faut vraiment, le monde actuel est fait pour qu'on se vide complètement, qu'on soit complètement vide, on soit creux, on n'ait plus aucun lien. Donc n'importe quelle connaissance, et notamment le Moyen-Âge, c'est notre histoire. Pas oublier qu'on est un très très vieux peuple et que du coup on peut aller, plutôt que de foncer tête baissée dans le mur de la modernité, essayer d'aller voir comment ça fonctionnait avant, qui on est, d'où on vient. Et puis je finirai pour une citation célèbre qui dit qu'un peuple qui n'a pas de passé est condamné à ne pas avoir de futur. Mmh. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Il y avait beaucoup de sujets qu'on aurait pu aborder avec vous. On l'a abordé de manière un petit peu rapide, notamment le féminisme. Vous avez aussi travaillé avec Marion Sigaud sur le récentisme. Il y a des choses, voilà, c'est des petites choses qu'il faudra peut-être évoquer avec vous dans une prochaine émission. Vous avez peut-être des projets d'écriture, des travaux en cours ? Ben là, en ce moment, je travaille beaucoup sur le catharisme et les hérésies. Et c'est plus historique, et donc voilà, je suis en début de recherche, donc c'est un peu compliqué de parler de ça, mais véritablement monter aussi, surtout c'est une manière de je suis pas sûre que tous les problèmes, enfin je pense pas que le religieux, ça soit ce qui mène le monde, mais je pense que ce qui est spirituel, nous sommes sur un combat d'idées. Je pense qu'ici, à Méridien Zéro, on est très dans on comprend bien que vous montrez bien l'idée que le militantisme doit, avant tout, s'inspirer du métapolitique et des idées qui se traduisent en valeurs. Donc voilà, pour moi, travailler sur les hérésies pour pouvoir en dire quelque chose, c'est quelles sont les visions du monde
qui se sont Confrontés. entrechoqués, et que c'est pas seulement une histoire de est-ce que Jésus est un homme, est-ce qu'il est un Dieu, c'est ensuite quand on prône un système religieux et spirituel, eh ben, ça va avoir une incidence avec la manière dont on se comporte avec l'autre, on se comporte avec le faible, économique évidemment, est-ce qu'on tolère l'usure, est-ce qu'on tolère pas l'usure. Je pense que c'est quand même un sujet qui est quand même brûlant, aujourd'hui, et qu'en fait tout ça, voilà, au Moyen-Âge, on disait pas qu'on était en l'an de grâce, on disait qu'on était dans telle année de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc voilà, je trouve que c'est intéressant de travailler sur comment est-ce que les idées descendent dans la matière remonte dans les idées, et qu'en fait tout ça tout ça se tient très bien, et essayer de retrouver ce que le diable, diabolere, ça veut dire séparer, essaye de couper et redonner du sens à tout ça. C'est quand même une réflexion qui n'est pas, je dirais, qui se veut quand même atypique, notamment dans les milieux catholiques, notamment traditionnels, où quand on tient ce genre de discours, on peut vous renvoyer en vous disant la vérité elle est là, elle n'est pas ailleurs. Je sais pas. Est-ce que les gens qui pensent ça, tant mieux pour eux. Non, je pense que la vérité, elle se cherche. Et puis même, je sais pas, il y a quand même une parole de Jésus qui dit: je suis la voie, la vie et la vérité. La voie, c'est-à-dire que c'est un chemin. C'est un moment, c'est pas j'ai la vérité, et puis hop, je la mets sous clé. Non. Je veux dire, même l'histoire de l'Église, c'est des synodes, c'est des conciles, faut quand même faire la différence entre ce qui est une vérité universelle et la manière dont ça va s'incarner au fur et à mesure du temps, et voilà, non, on est vivant quand même, on n'est pas des pierres. Bien, non, mais on est bien d'accord sur le sujet. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Ouais, et puis à l'abordage. Et pas de quartier. À très bientôt. Salut à tous. Très bientôt.